messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme tous les lundis dans votre magazine Sport à la Une. Une large page consacrée ce soir au basket. 13 ans après leur dernier titre, les Espagnols règnent de nouveau sur le toit du basket mondial après leur victoire sur l'Argentine 95-75. La débâcle de l'équipe nationale masculine à la Coupe du Monde en Chine, on en parle également. Les Lions qui terminent à l'avant-dernière place du classement général. Un échec prévisible car en amont, la préparation a été tronquée, le changement de coach précipité et tous les observateurs s'accordent à dire que de miracles il ne pouvait y avoir. Nous en profitons également pour poser le débat sur l'état du basket sénégalais, les championnats arrêtés depuis fin juillet, la rareté des compétitions dans les petites catégories, la gestion fédérale décriée notamment par les acteurs de premier plan. Pour en parler, sont présents sur ce plateau Elhadj Sarr, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball, Bamba Kassé, journaliste sportif, et Pathé Keita, technicien, mais également président de Guédiawaye Basket Academy. Nous parlerons de football avec Génération Foot qui bat le Zamalek sur le score de 2-1, manche allée du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Une prestation courageuse des Grenats, mais il faudra se battre également dans 2 semaines au Caire. Les buzz du web sont l'affaire de Mamadou Ndiaye qui nous retrouvera en fin de mag. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Et aux téléspectateurs. Bonsoir Bamba. Bonsoir mon Fatou, ravi de te retrouver. Merci, tout le plaisir est pour moi. Elhadj, bonsoir. Bonsoir mon Fatou. Et bonsoir Pathé. Bonsoir. Voilà, vous l'aurez compris, je vous le disais au sommaire, on parlera beaucoup de basket, mais on va démarrer quand même, cher Tidiane, avec l'actualité du football et surtout cette belle prestation des Grenats. La Génération Foot donc qui a joué face à l'équipe du Zamalek, c'était au stade Lat Dior de Thiès, une victoire étriquée, 2-1 du côté des Grenats. On regrettera ce but pris à l'extérieur. Le compte-rendu de ce match avec nos équipes présentes à Thiès. De la Ligue africaine des champions, Génération Foot n'a qu'un seul objectif, passer ce tour et accéder en phase de poule. Pour cela, il faut surmonter l'obstacle Zamalek, 5 fois champion d'Afrique. Les hommes de Djibril Fall démarrent fort avec un but dès la 12e minute par l'entremise de Mamlima Moulaye Gueye. Chérif Bayo met en orbite le géant attaquant qui sort vainqueur de son face-à-face avec le gardien égyptien. 1-0, Génération Foot réussit à garder ce score jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Égyptiens changent de rythme, multiplient les occasions, mais sur une de leurs pertes de balles, Mamlima Moulaye Gueye et les Grenats qui n'en demandaient pas tant doublent la mise. 2-0, à peine ont-ils le temps de savourer ce break que les Égyptiens profitent d'un corner et d'une trajectoire mal jugée par le gardien pour réduire la marque par Mostafa Mohamed, auteur d'un coup de tête imparable de la rencontre. Belle performance des Grenats qui ont réussi à prendre le dessus sur cette expérimentée équipe du Zamalek, mais le but encaissé à domicile risque évidemment de peser lourd lors de la manche retour. Nous savons que ça ne sera pas facile parce que nous savons que le Zamalek est une grande équipe. Mais comme je l'ai dit, nous avons des jeunes qui sont aussi capables de faire beaucoup de choses parce qu'on a dans cette équipe 6 internationaux qui jouent dans l'équipe nationale locale. On a aussi 3 joueurs qui jouent en U20, donc ils ont la chance de jouer ces matchs-là. Donc ce qu'il faut, c'est continuer encore à travailler et plus se concentrer et mettre une stratégie maintenant pour pouvoir bien voyager. Mais nous savons que ça ne va pas être facile. Ce but encaissé a été un peu un coup sur la tête. Mais voilà, ça arrive dans le football. C'est des erreurs qui arrivent. Et ça arrive dans un match de football que tu encaisses un but. Maintenant, voilà, c'est à nous d'être de grands joueurs, d'être beaucoup plus expérimentés, même si on est jeune, d'avoir la maturité de tenir tête comme on l'a fait aujourd'hui en match retour. Et je pense que si on fait la même chose qu'ici, je pense qu'on va se qualifier, Inch'Allah. Retour prévu dans 2 semaines. Les jeunes de Djibril Fall devront batailler comme des hommes au Caire afin de réaliser l'exploit.
Voilà, donc merci à Thiorombar et bien sûr Momo Doumbia et les images de Khadim Cissé. Il faut le dire, les Grenats ont fait une bonne prestation face à cette équipe du Zamalek. Le seul regret, on l'a dit d'ailleurs, on l'a senti dans ce reportage, c'est ce but encaissé. Et le match retour se jouera le 28 septembre au stade du Caire. Évidemment, on redoute la mobilisation des supporters égyptiens, mais les Grenats ont leur carte à jouer, il faudra se battre. Oui, ils ont leur carte à jouer, surtout que ils n'avancent pas en terrain inconnu. Il y a moins de 2 ans, et ils étaient en déplacement en Égypte avec une avance de 2 buts. Ils ont fait 0-0 pour se qualifier, mais là, quand même, le Zamalek, c'est quand même nettement plus fort que. J'oublie même le nom de cette équipe-là qu'ils avaient éliminé, mais le Zamalek, quand même, c'est un cran dessus. Mais du côté de Génération Foot, certainement, ils savent qu'ils auront fort à faire et que psychologiquement, ils sont préparés. Et puis, ils commencent à avoir l'expérience de ces matchs. Les 2 derniers déplacements au Maroc, tout cela, quand même, peut servir à cette équipe, mais quand même, ça va pas être une partie de plaisir. Voilà, on ne donnait pas cher de leur peau déjà sur ce match aller. Maintenant, il faudra, comme je le disais, se battre et essayer d'avoir la même stratégie de jeu, puisque les Grenats ont essayé quand même de contenir cette équipe égyptienne. Et les Grenats ont pas mal défendu, ils ont pu se déployer sur des contre-attaques. Cela leur a permis de marquer 2 buts avec ce joueur qui peut-être est un joueur prometteur, à savoir Mamli Mamoulaye Gueye, qui a fait un doublé. Et donc, défensivement, il faudra être très, très costaud. Rendez-vous donc le 28 septembre prochain. Surtout, tout faire pour marquer à l'extérieur également, parce que s'ils parviennent à marquer en Égypte, ça va nettement compliquer la tâche aux Zamalek. Voilà, bonne chance donc aux Grenats qu'on va suivre bien sûr. Alors on va parler toujours de football avec une autre échéance prévue samedi prochain avec l'équipe nationale locale. Voilà, l'équipe nationale locale qui va jouer le dernier tour qualificatif du CHAN. Ce sera contre la Guinée au stade Lat Dior de Thiès. Qui accueille maintenant toutes les équipes du Sénégal. L'équipe dirigée par Serigne Saliou Dia va affronter samedi dernier l'équipe de la Côte d'Ivoire en déplacement. Une très belle victoire, 3-0 pour les Lions du Sénégal, avec des buts signés Philippe Kenny, Moutaro Baldé et Bouli Junior Sambo. Une victoire 3-0 quand même en terre ivoirienne. Alors Bamba contre la Guinée, qui est devenue un peu la bête noire de cette équipe du Sénégal, qui nous élimine pratiquement à toutes les compétitions, même si les U17 guinéens ont été déboutés par la CAF. Il faudra essayer de s'imposer largement ici, au stade Lat Dior de Thiès. J'espère simplement que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets, parce que la Guinée et le Sénégal, très souvent, la différence se fait au niveau, au niveau du rythme. Parce qu'habituellement, eux, à cette période, ils démarraient déjà leur compétition. Cette fois-ci, ce n'est peut-être pas le cas, ou si c'est le cas, en tout cas, le Sénégal est en train de s'organiser pour permettre à ces joueurs d'avoir quelque chose dans les jambes, ce qui était déjà bien. Ensuite, on a fait 2 déplacements à Banjul et à Abidjan. Ça a permis certainement à Serigne Saliou donc de mieux peaufiner ses plans. Après, bon, on verra. Je pense simplement que la fédération retiendra les leçons d'antan. Parce que quand on joue la Guinée et qu'on fait guichet et qu'on ne vend pas les places, on a souvent eu l'impression, même si les matchs étaient à Dakar, qu'on jouait à l'extérieur. Parce qu'ils aiment le foot, même à Thiès, ils aiment le foot, ils aiment leur équipe nationale. Donc je pense que les amoureux du football sont invités à venir très tôt acheter leurs billets pour venir supporter leur équipe et vraiment supporter. Parce que souvent, entre Sénégal et Guinée, ça se joue quand même au niveau de l'ambiance. Ouais, de toute façon, ce sera un score serré. Et donc, pour parler de compétition, non seulement vous avez évoqué les matchs amicaux contre la Gambie et la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi, entre-temps, contre GF, un match aussi que GF d'ailleurs a gagné 2-0. Donc ça veut dire que quelque part... Le tout en l'espace d'1 mois, sans oublier les matchs qu'on a joués et gagnés contre le Libéria. Je pense qu'ils doivent avoir un peu de rythme quand même qui devra leur permettre à l'aller et au retour de pouvoir s'en sortir cette fois. En tout cas, on croise les doigts. En plus, dans cette équipe nationale du Sénégal, il manquait les joueurs de Génération Foot. Je ne sais pas si ils n'y seront pas non plus parce que j'ai vu la liste des convoqués. L'axe, c'est Youssou Diagne et un autre joueur de Génération Foot. Ils ne seront pas non plus du déplacement puisqu'ils préparent, je pense, leur match contre Zamalek. Alors, en plus, c'est dans 2 semaines quand même.
Je pense qu'on peut toujours trouver des moyens de les utiliser parce que quand même, pas parce qu'ils sont les plus forts, mais parce que c'est l'équipe qui a déjà démarré et parce qu'ayant donc des rendez-vous à respecter. Donc je pense que c'est une question peut-être de discussion entre les staffs et puis mettre les moyens pour pouvoir les mettre en route dès qu'ils auront terminé ce match aller. Voilà, en tout cas, on se rappelle, lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, on s'était imposé à Dakar, si je me souviens, 3-0. Au retour, on perd 5, mais dans des conditions atmosphériques extrêmement difficiles. C'était à la même période. Et ce qui peut se reproduire, c'est ça. Ça peut se reproduire, puisqu'actuellement, en Guinée, à Conakry, on est en pleine saison des pluies. Ici, il pleut. Bon. Mais quand même, le stade de la Dior, je pense que la pelouse sera meilleure. Tiens, bon. Alors, parlons à présent du beach soccer. Là aussi, le Sénégal sait à quelle sauce il sera mangé. Le tirage au sort s'est tenu vendredi dernier. Le Sénégal est logé dans la poule C en compagnie de la Biélorussie, les Émirats arabes unis et la Russie. La compétition se tiendra du 21 novembre au 1er décembre et l'objectif des Lions du Sénégal est d'atteindre pour la première fois le carré d'as. Et nous parlons du foot européen pour terminer cette actualité football. De foot européen marqué ce week-end avec le retour de Neymar sur les pelouses avec un but exceptionnel en Angleterre. Liverpool qui confirme son départ canon. Manchester City qui perd. Et en Espagne, les grands d'Espagne ont assuré. On voit tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Voilà, c'en est fini pour l'actualité du football. Comme on vous l'annonçait, à présent, on va parler de basket et de basket international avec l'Espagne, vous le savez, qui est sur le toit du monde grâce à sa victoire sur l'Argentine 95-75. La Roja qui a totalement dominé son adversaire du jour. Il s'agit du deuxième titre mondial pour cette équipe espagnole qui s'était imposée en 2006. Le résumé de la finale nous est conté par Ibrahim Khan. Voilà. Équipe de la Roja pour la deuxième fois sacré champion du monde. C'est vrai que dans cette compétition, on attendait plus Team USA en finale en compagnie de la Serbie, moins l'Espagne, même s'ils étaient considérés comme les favoris. Mais finalement, vu leur parcours dans cette compétition, la logique a été respectée. Oui, je crois. Je crois que déjà c'est une finale où on parlait espagnol, parce que de l'autre côté, l'Argentine également n'était pas très attendu, mais bon, le fait que les États-Unis aient été sortis a chamboulé un peu les cartes. Et puis bon, voilà, chacun a joué son va-tout. C'est un grand pays de basket avec de grands clubs et c'est tout naturellement. L'Espagne faisait partie des favoris. Donc à l'absence des Serbes et des Américains, je trouve très normal que l'Espagne gagne. Bon, encore que peut-être les Argentins ont un peu payé de leurs efforts faits lors des derniers matchs. Parce que c'est une équipe qui court beaucoup, qui fait beaucoup de kilomètres par match. Okay. Donc, qui joue en Espagne. En fait, elle a été présélectionnée contre la Serbie et on voyait nettement que ce match a été vraiment très galvanisateur. Avec qui en demi-finale encore La France. Voilà, la France. Non, l'Espagne avait... Ils ont eu l'Australie, voilà. Qui à 2 minutes de la fin, ils étaient menés déjà de 10 points. Donc ils se sont arrachés pour décrocher les prolongations. Voilà. Donc je pense que quand tu sors des matchs comme ça, tu es vraiment préparé pour aborder une bonne finale. C'était une équipe favorite, mais qui a été moins médiatisée par rapport aux autres nations. Voilà. En plus, surtout par rapport à ce que disait Pathé, l'Espagne, quand même, quelque part, c'est un pays qui a des relations avec le Sénégal côté basket, parce qu'on voit beaucoup de joueurs sénégalais qui évoluent dans le championnat espagnol, aussi bien chez les hommes que chez les dames. On a même vu une Sénégalaise MVP dans cette équipe espagnole chez les dames. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on doit pouvoir s'inspirer. En tout cas, une belle victoire de l'Espagne dans cette finale de Coupe du Monde. Alors, on va parler à présent de choses beaucoup moins gaies, avec ce focus sur le Sénégal, des résultats plus que décevants à ce mondial, adoubé aux nombreuses critiques formulées à l'endroit de cette fédération sénégalaise de basketball dans sa politique de développement de la discipline. De ça, nous allons parler. Mais cher Diao, arrêtons-nous d'abord dans un premier temps
à la participation des garçons au mondial de basket en Chine. Voilà, on ne s'attendait pas à un miracle, mais la Coupe du monde de basket en Chine, on a assisté en naufrage. Zan Dalmeida, meneur de cette équipe, dans un entretien accordé à Mamadou Ndiaye, évoque le manque de préparation, le manque de sérénité autour de l'équipe. Les joueurs et le coach se sont battus avec les moyens du bord dans cet échec qui était prévisible, selon le meneur de jeu. C'était compliqué parce qu'on a déjà commencé avec beaucoup de difficultés. Donc après arriver en compétition, essayer de trouver les ressources pour gagner des matchs, c'est encore plus compliqué. Maintenant, il s'est passé plein de choses avant, pendant et après qui ont fait que ça a un petit peu déjoué sur nos performances sur le terrain et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Je pense que là, cette année, c'était pas forcément le problème de primes. Les primes, ça nous intéressait pas forcément. Ce qu'on avait vraiment à cœur, c'est de faire une belle coupe comme on le voulait. On n'arrivait pas à travailler d'une façon à aller à une Coupe du Monde sereinement. Et une Coupe du Monde, c'est là où il y a les meilleures équipes mondiales, les meilleures nations du monde. Et c'est compliqué d'y aller sans pouvoir bosser. Et nous, on insistait sur les conditions de travail qui n'étaient pas au top à ce moment-là. Vous savez, à 2-3 semaines d'un objectif tel d'une compétition telle que la Coupe du Monde, on a besoin de se recentrer sur nous-mêmes. Donc franchement, la communication, elle se faisait plutôt avec le coach et le staff vraiment autour de nous, des joueurs, plutôt qu'autre chose. On essayait de se recentrer sur nous-mêmes, mais c'était compliqué parce qu'il y avait trop de paramètres hors basket qui rentraient en jeu. Donc c'était compliqué de se concentrer. Déjà pour nous, joueurs majeurs et qui étaient anciens dans ces équipes. Alors pour les jeunes, j'imagine même pas, ils étaient dispersés, c'est normal parce qu'une équipe nationale et une Coupe du Monde. Mais il y avait trop de dispersion, ne serait-ce que dès le départ. Par rapport à la sélection, le nombre de jours qu'on avait ensemble, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement ensemble et on ne prépare pas une compétition comme ça. Donc forcément, il y a des paramètres hors basket qui rentraient en jeu et là, c'est difficile après à contrôler sur le terrain tout ça. Donc c'était prévisible? C'était prévisible, mais le sport c'est comme ça, tu lui donnes, il te rend, tu lui donnes pas, il te rend pas, ça fait partie du jeu. Mais tout ce qui est arrivé, c'était prévisible, mais en tout cas, nous joueurs et le coach, on a essayé de faire en sorte que ça se passe du mieux possible et je pense que par séquence, on a montré qu'on avait quand même du cœur et que malgré tout ce qui se passait en dehors du terrain, il fallait qu'on montre à notre visage, il fallait qu'on montre qui on est et on a essayé avec nos armes. Certes, on ne nous a pas donné assez d'armes pour vraiment défendre les couleurs du Sénégal, mais en tout cas avec le peu d'armes qu'on avait, on a essayé. C'est une grande déception pour nous, mais bon, nous joueurs, en tout cas je tiens à féliciter tous mes coéquipiers et le coach, on s'est battu avec les armes qu'on avait, on a tout essayé. Maintenant, s'il faut passer à autre chose, il va falloir passer à autre chose, mais vite. Mais en tout cas, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que le basket sénégalais se porte bien. Et là, je ne suis pas sûr qu'il se porte très bien. Mais vraiment, c'est important, on a tout pour réussir. Mais il faut que tout mettre en œuvre. La solution, c'est de mettre des gens concernés par le sport et que le sport autour de ce basket-là, parce que quand il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, ça ne pourra pas avancer. Il faut vraiment s'entourer de sportifs et de gens qui connaissent le sport et qui connaissent le haut niveau, parce que maintenant, il n'y a plus de petites nations de basket. On l'a montré, n'importe qui peut aller en Coupe du Monde et bien jouer au basket, même que ce soit en Coupe d'Afrique aussi. Il n'y a plus de petites nations. Maintenant, c'est la meilleure organisation, je pense, qui aura des résultats. On parle de gagner une Coupe d'Afrique, ils veulent gagner une Coupe d'Afrique, mais il faut mettre les moyens de gagner une Coupe d'Afrique. Et il n'y a pas que sur le terrain que ça se gagne autour et ça prend du temps. Mais pour ça, il faut s'entourer de personnes qui connaissent le haut niveau et qui veulent surtout, qui est le même but. Le but en commun, c'est de gagner et rien d'autre. Pas autre chose, c'est gagner et de faire en sorte que l'équipe soit dans des bonnes conditions pour gagner des matchs. Voilà le ressenti de Zan Dalmeida qui était au cœur de cette campagne en tant que joueur bien sûr et donc qui est l'un des meneurs de cette équipe nationale. On va continuer à faire le bilan avant de faire intervenir nos invités. Des Lions, vous le savez, battus 5 fois en autant de sorties, même par la Jordanie, terminant à l'avant-dernière place du classement général, 30e sur 32 équipes. Les Lions n'auront pas la chance de faire le tournoi pré-olympique pour aller à Tokyo. Une débâcle annoncée avec un changement d'entraîneur à 3 semaines de la compétition et une préparation bâclée. Le reportage de Mamadou Ndiaye, les images de Khadim Cissé. La participation des Lions du basket du Sénégal a été, pour cette 18e édition de la Coupe du Monde de basket, a été un fiasco total. 5 matchs,
5 défaites. 30e sur 32 équipes au classement général. Cela n'était jamais arrivé en 5 participations en Coupe du Monde. La poule était certes relevée, mais un changement de coach intervenu à 2 semaines de la compétition, ainsi qu'une mauvaise préparation ne sont pas étrangers à la débâcle des Lions en Chine. Un très mauvais bilan contre l'Australie et peut-être un peu contre le Canada. On aurait pu accrocher le Canada si l'équipe avait une bonne préparation. On avait un bon entraîneur, même si le premier a été changé pour des raisons que nous ne comprenons pas, que moi je sais, puisque c'est une opposition à Babacar, parce que Babacar n'aime pas la contradiction et veut travailler avec des hommes faibles. Et Adidas n'étant pas un homme faible, eh bien, il a tout simplement décidé de le liquider. La fédération a bel et bien le droit de se séparer d'un coach, en l'occurrence Adidas. Maintenant, il faut y mettre la forme. La forme, c'est quoi? La dernière fenêtre, c'est en février. Après février, tu engages des discussions avec l'entraîneur. Si vous ne tombez pas d'accord, vous pouvez le licencier, il n'y a pas de problème. Maintenant, février jusqu'au fin juin, c'est juillet. Les championnats du monde, c'est dans un mois. Et qui sait, ces championnats du monde-là, il y a les meilleurs joueurs de ce monde qui y sont. Donc, un mois, ça ne suffit pas. Et c'est même pas un mois, parce que les Lions se sont entraînés que 20 ou 21 jours. L'équipe nationale, d'après quand même la réaction de l'entraîneur et de certains joueurs, n'était pas prête sur le plan physique. Mais ça, c'est la plus prestigieuse compétition au monde de basket. Et on se rend compte que nos joueurs n'étaient pas prêts sur le plan physique. C'est très grave. 2, 3, 4 ans, mais les gens n'ont pas voulu me comprendre. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir le résultat. Et ce résultat, il est irréversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est mal barré sur tous les plans, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Non seulement le Sénégal n'a pas été comme une fierté pour l'Afrique, parce qu'on ne représente pas le Sénégal, c'était 5 représentants du continent, donc on a 2 objectifs. La première, c'était quoi? D'être la meilleure équipe africaine pour se qualifier directement aux Jeux Olympiques de Tokyo. On l'a arrêté. La deuxième objectif, c'était quoi? C'était de se qualifier au tournoi pré-olympique, Tokyo comme on l'appelle généralement, et on l'a raté. Un fiasco presque programmé en Chine, où le sélectionneur Moustapha Gueye, nommé à la dernière minute au poste de coach principal, ne pouvait que tenter de colmater les brèches sans y être parvenu. Je pense qu'il faut tirer quand même les leçons de cet échec et voir qu'est-ce qu'on doit faire et puis sanctionner. Parce qu'il faut des sanctions. Voilà, donc le bilan, pas très positif. Et là, vous avez entendu voilà, les bilans dressés à la fois par les acteurs, les anciens, le joueur qui est Hamd Almeida, qui a dit que bon, on y allait avec les moyens du bord. Mais déjà, le premier point, limogeage de Abdourahmane Diaye Adidas, une bombe à retardement. Vous saviez qu'à tout moment, de toute façon, si les résultats n'étaient pas positifs, vous alliez devoir répondre de ce fait-là, en tout cas en tant que Fédération sénégalaise de basketball. Oui, en fait, j'ai entendu, pas que ça, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu plein de choses bien avant d'être là. Depuis la Chine, on a suivi les réactions des uns et des autres. J'ai bien aimé tout à l'heure la sortie de Baba Tandian, qui justifie le limogeage de Adidas comme étant tout simplement quelqu'un qui dérangeait, et comme que nous autres qui sommes à la fédération sommes des moutons et qui acceptons tout du président de la fédération, donc on pouvait faire de bons collaborateurs. En fait, je pense qu'il serait temps que dans ce pays-là, les gens se ressaisissent et qu'ils comprennent que on ne peut pas tout dire, en fait. On ne peut pas se permettre de dire beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses qui ne sont pas du tout vraies. On ne peut pas justifier les résultats de l'équipe nationale du Sénégal juste parce qu'un coach a été démis. Ça, je pense que c'est la pire des lectures, mais c'était une lecture prévisible, parce que bien avant qu'on aille dans ces championnats du monde, il y a eu beaucoup de tintamarre autour de ce limogeage. Mais le limogeage de l'entraîneur, c'est un des facteurs. Voilà. Mais est-ce que vous n'en êtes pas à l'origine? Ça, c'est vous qui le dites, cher Tidiane. Et je peux vous le concéder. Et je le concède aussi à ceux-là qui l'ont dit, mais ce n'est pas ma lecture. Ouais. Je suis libre quand même d'avoir une autre lecture. Et je vais vous dire pourquoi.
Parce que si tout simplement le limogeage de Adidas pouvait entre autres justifier les résultats que nous avons faits durant la Coupe du Monde, je vais vous rappeler qu'avant ces 5 matchs-là, l'équipe a eu à prester dans un délai record et réduit des matchs. Parce que la Coupe du Monde, c'est un tout. C'est la préparation, parce que vous êtes revenu sur la préparation. Et moi, j'aimerais que quand on parle de préparation, qu'on prenne tout. Qu'on parle de conditions, qu'on parle de matchs. Vous êtes là pour ça. Voilà, exactement. Non, ce n'est pas vous en fait. Je parle en général des gens qui... j'ai entendu Ahmed Sy parler, j'ai entendu d'autres parler. C'est-à-dire, quand on parle de préparation, on va parler des conditions. Et ça, on va y revenir. On va parler aussi des matchs qu'on a joués. Parce que sur le plan des matchs, on a eu à jouer 2 semaines après l'élection, la nomination de Tafa Gueye comme entraîneur. Il y a eu des résultats. On fait fi de tous ces résultats-là, qu'on en parle. Est-ce qu'on n'a pas eu de victoire? Est-ce qu'on n'a pas eu à gagner de grandes équipes telles que la Costa Rica, telles que le Venezuela, qui ont fait de très bons résultats dans cette Coupe du Monde? C'était des matchs de préparation. C'était des matchs de préparation. Quand même disputés. Mais quand on vous dit que la préparation n'a pas été des meilleures, parce que durant la compétition, on voyait une équipe du Sénégal qui, sur le papier, semblait tenir la route. Une équipe qui tenait la dragée à ses adversaires durant les 2-3 quarts temps. Et après, on voit une équipe qui s'effondre physiquement. Mais automatiquement, on se dit que cette équipe, physiquement, n'est pas prête. Ah ben, maintenant, ce n'est plus la préparation. En gros, maintenant, c'est physiquement. Non, mais attends, mais c'est la préparation qui détermine le physique d'une équipe quand même. Il y a plusieurs facteurs. Moi, je vous suis. Je vous suis dans votre raisonnement. Très bien. Vous avez entendu le libellé des différentes plaintes. Oui. Vous parlez de délais très courts prestés par l'équipe nationale avec des résultats, mais avec le même entraîneur. Vous avez changé d'entraîneur, un entraîneur qui ne maîtrise pas forcément son groupe. On a vu une première liste qui ensuite a été changée, puisque certains se sont rétractés, notamment Taco Fall. Est-ce que vous ne pensez pas que logiquement et naturellement, le fait d'emmener un nouvel entraîneur à 3 semaines d'une compétition impacte forcément sur la prestation? Et Khaled Almeida l'a confirmé dans cet élément. Oui, en fait... Et il est un des acteurs de cette équipe. Je pense que ça, c'est Khan contre 12 joueurs. Ce n'est pas sûr que l'avis de Khan soit celui de X, Y ou Z. Ça, c'est l'avis de Khan que je respecte énormément. C'est un joueur pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai beaucoup échangé lors de ce mondial-là. Mais moi, je vous dis, encore une fois, ce que je ne peux pas admettre, et ma logique, elle est là, elle est claire. On veut justifier les 5 défaites à travers le changement d'entraîneur. Je dis, allons plus loin. Non, pas que ça. Oui, mais un facteur déterminant, en tout cas, dans ce que vous avez dit. C'est un des facteurs, mais pas que ça. Exactement. Vous parlez de physique. Moi, je vous dis, on a joué contre des équipes qui ont fait d'excellents résultats dans cette Coupe du Monde, qu'on a battu. Moi, contrairement à ce que vous voyez, je vois plus une question de niveau. On a joué dans le groupe le plus relevé de ce mondial. Ça, vous ne pouvez pas l'occulter. On a joué contre qui? On a joué contre l'Australie, on a joué contre le Canada, on a joué contre la Lituanie. C'est des équipes qui... Et la dernière équipe qui nous a battus? La Jordanie. Ouais. Et vous pensez qu'on était meilleur que la Jordanie? Vous pensez normalement. Non, attendez. Alors, normalement. Vous avez la parole aux techniciens. Une bonne équipe aussi. du Sénégal, quand même. Vous êtes là pour parler au nom de la Fédération sénégalaise de basketball. Mais laissons aussi peut-être Pathé, qui est un technicien, qui connaît le basket, nous donner son avis. Objectivement, est-ce que c'est un facteur déterminant dans cette débâcle de l'équipe nationale? 5 matchs, 5 défaites, et contre des équipes comme la Jordanie, on ne peut pas l'occulter non plus. Oui. Peut-être un peu rectifié, je suis plus administratif que technicien, bien que j'ai joué jusqu'à un certain niveau. Mais je pense que voilà, l'analyse de mon ami El Achar est trop réductrice. Je pense que nous étions là, je ne dirais pas en 2015, nous étions là en 2018. La préparation des filles lors du mondial de 2018 on ne l'a pas fait de cette sorte. La préparation s'était bien faite, ce qui a donné des résultats. Il faut qu'on reconnaisse ça. Lors du mondial 2015, je parle sous le contrôle de Bamba, 2014, la préparation ne s'est pas faite de cette sorte. Il faut que aussi les gens, ce n'est pas venir jouer 4 ou 5 matchs où les équipes cachent leur stratégie. Ce n'est pas ces résultats-là qui peuvent peut-être venir nous faire comprendre que voilà, on s'est bien préparé. Non, on ne peut pas se préparer en moins d'1 mois, en moins de 30 jours. Ça, c'est des bêtises.
La France s'est préparée en 2 mois. Toutes les équipes qui ont bien presté se sont très bien préparées. Moi, je dis qu'on ne peut pas se préparer en 1 mois, ce n'est pas du sérieux. Je pense que c'est la seule équipe pratiquement qui s'est préparée ainsi. Qu'est-ce qui a provoqué ça? On s'est qualifié en février. On devait mettre en place quand même un projet. Coupe du Monde 2019. On ne l'a pas fait. Parce que si on devait le faire, si on l'avait fait, la première chose à faire, c'était de mettre en place un entraîneur. On ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? Nous tous, on a vu que lors de la remise du drapeau des filles en 2018, on a vu ce que le ministre a dit. Parce que Adidas a été très courtois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à ce qu'on améliore les conditions de préparation. Parce que les fenêtres, c'était des préparations d'1 semaine. On a besoin quand même d'un certain quantum horaire. Les jours n'étaient pas là pour des questions de billets d'avion. Quelqu'un qui ne connaît que le haut niveau. Pour lui, ça, c'est des détails. D'une manière très courtoise, il le dit. Le ministre s'en veut. Le président s'en veut. Vous pensez qu'Abdourahmane Ndiaye Adidas a été sanctionné? Il a été sanctionné. Pour moi, c'est un règlement, c'est mon avis. C'est un règlement de compte pur et simple. C'est ce qui nous a valu quand même ces mauvais résultats. Encore que, même si Adidas était là, la durée de préparation, parce que quand on lui a donné le contrat, c'était presque à 1 mois de la compétition. Ça veut dire que même s'il avait signé le contrat séance tenante, on aurait peut-être eu ces mêmes résultats. Alors, Bamba, votre point de vue en tant qu'observateur par rapport à cette situation? Je pense que c'est une situation catastrophique. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, le débat aux États-Unis, parce que Team America a été sorti en quart de finale, les gens ils sont en train de tout remettre en cause. Ils vont le faire en toute sérénité et ils vont le faire en toute objectivité, sans se cacher derrière son petit doigt ou sans dire non, tout ce que les gens disent, c'est parce qu'ils sont contre. Non, il faut qu'on dépasse cet état d'esprit. Oui, c'est vrai, c'est Baba Tandian qui s'est prononcé, c'est Ahmed Sy qui s'est prononcé, c'est Bamba Kassé, c'est les gens. Moi, j'ai été interpellé dans mon quartier, là où je prends le café Touba. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tous les Sénégalais, de façon générale, se posent des questions. On ne peut pas occulter le limogeage de l'entraîneur à 1 mois de la compétition comme étant un des facteurs de cette contre-performance. Ça, on ne peut pas l'occulter. Peut-être tu es bien, tu dis que oui, même si, avec des si, on peut refaire le monde. Vous savez, le Sénégal était la meilleure équipe d'Afrique en 2014. C'est pas pareil, c'est pas le même format, c'est pas le même truc, mais nous sommes venus en 2019, nous sommes la pire équipe africaine. C'est ça la vérité, ça c'est des faits, personne ne peut l'enlever. Qu'on ne me dise pas que oui, la Jordanie est plus forte que n'importe quelle autre équipe. La Jordanie n'a pas été battue par une équipe africaine. Il faut quand même, je comprends bien mon ami El Assar, il est dans le rôle où j'étais il y a quelques années, mais il n'empêche, il faut accepter les critiques qui sont objectives. Ce qui se passe, c'est simple. Il y a eu un mauvais management de ce projet. En 2014, Pathé était là. On ne compare pas, hein, pour comparer. Il y avait un chef de projet qui s'appelait Gabriel Lopez, qui a préparé la Coupe du Monde sur tous ses aspects pendant 9 mois et qui n'était même pas en Espagne. C'est-à-dire, au moment où la Coupe du Monde se passait, il était resté là, il regardait à la télé. C'est ça, c'est cet esprit-là qu'il faut amener. Une Coupe du Monde, ça ne se prépare pas en 2 mois, ça ne se prépare pas en 3 mois, ça se prépare dès la qualification. À l'époque, la qualification, elle était acquise en 2013, mais après vous avez suivi tous les trucs, CNBS, mise en place, dissolution de fédération et tout. Dès qu'on a obtenu, après avoir payé l'amende, que le Sénégal est réintégré, il y a quelqu'un qui a managé tous les aspects. Maintenant, quelle est la part de l'entraîneur? On ne peut pas l'occulter. Tu as ta dernière fenêtre, c'est au mois de février. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on a fait entre février et juillet. Voilà, justement, et l'âge. Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi la situation en est arrivée à ce point? Pourquoi on a attendu 1 mois avant le démarrage de la compétition, finalement, pour réguler sur le cas d'Abdourahmane Ndiaye, Adidas? Il y a eu, tout le tralala qu'on a vu. Lui, il est intervenu. Vous aussi, vous avez donné votre version des faits. Mais pourquoi avoir attendu à 1 mois de la compétition? Je vais répondre à ça, mais j'interpelle Pathé qui dit qu'à un moment donné, la préparation, 1 mois de préparation n'est pas forcément
là, vous êtes une bonne préparation. Et ce n'est pas parce que la France a fait 2 mois qu'on doit faire 2 mois. Oui. En fait, tout est dans l'intensité et le programme qui est mis en place pour le travail. Il y a des standards. Oui, mais en fait, Bamba, vous savez, vous avez dit beaucoup de choses. 45 jours. Et la courtoisie de m'écouter. En fait, vous savez, quand on vient dans des émissions pareilles où on pense qu'on détient la vérité, vous nous débattez. Non, parce que tu dis beaucoup de choses qui ne sont pas justes et je fais l'effort de t'écouter. C'est des standards. Non. Les standards de préparation, ça ne peut pas être. Moi, je te dis, à ce que je sache, tu n'es pas technicien, tu es journaliste sportif. Donc, ayons quand même l'humilité à un moment donné de s'écouter. Depuis 20 ans. Et j'ai fait toutes les compétitions. Oui, mais ça, c'est vous. J'ai regardé tout le Sénégal, le même Sénégal. Vous laissez Elage. On va avoir un débat civilisé dans lequel vous allez faire l'effort de m'écouter. Parce que c'est une question d'effort. C'est une question d'effort, voilà. Moi, je dis, c'est dans l'intensité, c'est dans le plan-programme qu'on a mis en place. Et ça, on a une bonne direction technique qui est là, qui a travaillé sur ça. Ce qui s'est passé avec l'entraîneur, ça, à un moment donné, il fallait... Parce que qui pense que ce n'est pas Bamba Kassé, ce n'est pas Pathé, ce n'est pas moi qui ont été chercher Adidas pour le nommer. Il a été nommé par le président Babacar Ndiaye et qui a collaboré avec lui jusqu'à un moment donné. Donc, si on en arrive à ce point de non-retour, on est obligé d'assumer. L'entraîneur national, on lui a proposé un contrat qu'il n'a pas arrangé, qui peut-être, dans un autre sens, nous, ça ne nous aurait pas arrangé. La collaboration a pris fin. La vie continue. Pourquoi vous n'avez pas anticipé? Parce que quand même, le haut niveau, c'est l'anticipation. Mais vous pensez vraiment qu'on n'a pas anticipé? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur les conditions des entraîneurs du basketball. Vous vouliez quoi? En fait, dans le fond, c'était une question de la nature du contrat que l'entraîneur voulait et que la fédération proposait. On n'était pas en mesure d'offrir autre chose que des contrats de pige. Et pour ça, il n'y avait pas urgence. Cheikh Sarr, qui est l'entraîneur des filles, il a été sous le même régime qu'Adidas. Il a accepté. Mais comparaison n'est pas raison. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure. Comparaison n'est pas raison. Je veux dire, peut-être Cheikh Sarr va accepter des choses que Abdourahmane Ndiaye Adidas n'accepte pas. C'est pour cela que nous n'en voulons pas du tout à Abdourahmane Adidas. Et aujourd'hui aussi, accepter une chose, c'est qu'on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. On avait un type de contrat, c'est des contrats d'adhésion. Des fois, on parle de contrat copie-coller. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu ça souvent dire qu'on a proposé le contrat des filles à l'entraîneur des garçons. Parce que tout simplement, vous savez, au moment où il fallait renouveler le contrat de l'entraîneur des filles, le président de la fédération, ce jour-là, on était ensemble, il a insisté pour que les 2 entraîneurs aient le même traitement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur tous les plans, ils ont le même traitement, ils ont le même salaire, ils ont les mêmes conditions, ils ont les mêmes obligations. Pour revenir sur la question de Mame Fatou, c'est pourquoi est-ce que vous avez perdu du temps entre février et juin? Parce que dès le lendemain de cette qualification du Sénégal, on commençait à épiloguer sur le limogeage ou non de Adidas. Vous aviez largement le temps de régler... Qui a épilogué? C'est l'entraîneur, c'était les journalistes? Non, ce n'était pas l'entraîneur, c'était les journalistes. Et le président lui-même était sur ce plateau de Sport à la Une. On lui a posé la question et il a dit que nous allons évaluer avant de prendre une décision. Ça veut dire que rien Et c'est pour cela, tout simplement, j'ai envie de vous poser la question. Vous pensez réellement que le temps des médias doit être le temps de la fédération? Mais on ne parle pas du temps des médias. C'est l'équipe qui a besoin de son entraîneur. Oui, mais quelle équipe? Qu'est-ce qu'il y avait comme urgence? Qu'est-ce qu'il fallait il n'y avait pas d'urgence. Vous avez vu une équipe qui est partie dans ce mondial-là, qui s'est préparée au-delà de 6 mois, 8 mois? Dites-moi, c'est quelle équipe? Mais 2 mois, c'est 2 mois là justement. Oui. On parlait de la France. C'est vrai que la France, c'est peut-être un... Voilà, vous allez trouver une autre équipe qui a fait 4 mois. Et en France, on va dire que... D'accord, mais vous avez fait 2 semaines de préparation. Non, c'est pas vrai. Non. Si, mais 3 semaines, 2 semaines. Non. On a joué... Alors, je vais vous dire, je vais juste vous rappeler. Puisque jusqu'au 1er août, Abdourahmane Adidas était là en train de faire sa conférence de presse. Je défie tous ceux qui sont là. Jamais une équipe nationale ne s'est préparée plus d'1 mois pour aller à un mondial. Jamais une équipe nationale n'a joué autant de tournois, autant de matchs de préparation. Vous avez fait un tournoi en Chine. On a fait 3 tournois. On a fait 3 tournois. On a fait le tournoi d'Italie. On a fait un tournoi en Turquie. On a fait un autre tournoi en Chine. Vous savez, c'est parce que peut-être on n'a pas pris le temps de parler autant que cela qui pollue aujourd'hui cette préparation, que les gens, vous venez même de me dire qu'on a fait une préparation. On en a fait 3. D'accord, non, mais quand je parle d'une préparation, c'est la durée de la préparation. Même si vous avez fait 3 tournois, vous vous êtes regroupés sur une période. Absolument. Une période de mais 15 jours, 3 moi je refuse encore une fois d'accepter le fait que
fait, moi, là où je ne comprends pas, c'est qu'à un moment donné, vous saviez que cette histoire du limogeage de Abdourahmane Ndiaye Adidas, c'était une bombe à retardement. Mais on a l'impression que quand vous vous expliquez, c'est comme si vous aviez creusé les prémices de votre échec. Quelque part, vous justifiez votre échec. Pathé a parlé tout à l'heure d'un règlement de compte entre le ministère, la fédération et Adidas. C'est mon avis. Oui, c'est votre avis, mais je vous dis que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est de loin pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui empêcherait à la fédération d'évaluer? Parce que quand vous avez reçu le président ici, il vous a parlé d'évaluation et de lui coller un motif pour insuffisance, autre chose. Et dire clairement qu'on ne renouvelle pas. Il y aurait eu débat, comme tout simplement aujourd'hui il en a. Moi, personnellement, j'ai eu à parler avec l'entraîneur lorsqu'il a reçu son contrat. C'était le jour du tirage au sort pour l'Afro-Basket féminin. Pour lui dire, coach, je pense que ce serait bien que tu signes ton contrat et que le travail démarre. Parce qu'en son temps, l'Italie nous mettait la pression pour avoir la liste. La Turquie demandait et la FIBA demandait parce qu'il y avait un temps pour déposer la liste. Les gens disent qu'on lui a remis un contrat la veille pour le notifier un changement le lendemain. C'est qu'il faut. Il a gardé le contrat par devers lui, en tout cas plus d'une semaine. Oui, mais Elhadj, quand Pathé parle de règlement de compte, on se rappelle, lors de sa conférence de presse, Adidas a donné quelques aspects de ce contrat, surtout là où il parle de devoir de réserve qu'on lui aurait imposé pour ne pas dénigrer, je ne sais pas, les autorités, ou bien de façon publique. Ça veut dire quelque part quand même que on a voulu le bâillonner et il a refusé. Alors, je vais vous dire ce qui se passe au Sénégal. Ce n'est pas le propre de Adidas, ce n'est pas le propre du basket. Faites un tour avec les entraîneurs nationaux. Aliou Cissé partout et vous allez retrouver cette même clause dans tous les contrats des entraîneurs nationaux. Mais lui, il a le droit de refuser cela. Mais c'est pour cela tout à l'heure que je lui ai dit. Il est dans son droit. Maintenant, pourquoi vous voulez... Mais moi, Bamba, vous qui en savez beaucoup de choses, en tout cas depuis plus de 20 ans, vous allez vous donner le droit de me contredire. Mais moi, je vous dis, vous allez retrouver cette clause partout. Et ça, c'est revenu suite à un entraîneur qui était là, que je ne vais pas citer, de football, qui s'était permis de critiquer les infrastructures sportives du Sénégal. Et qu'à un moment donné, la tutelle a demandé tout simplement que les entraîneurs s'occupent de faire leur travail et que le reste, ils vont le régler entre les fédérations et la tutelle. Donc, ce n'est pas du tout le propre de Adidas. Très bien. Alors, oui, Pathé, vous avez envie de réagir sur l'explication. Moi, je pense que j'aurai quand même un peu de temps pour parler, au même titre qu'Elhadj. Moi, je suis étonné. Vraiment, je suis étonné. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Adidas a reçu le contrat, il l'a dit, et personne ne l'a contredit. Le président de la fédération même l'a dit. Il lui a donné le contrat. Le lendemain, Adidas l'a appelé pour lui dire qu'il allait remettre le contrat à son avocat. Après, c'est la nuit qu'il a été limogé. C'est ce que Adidas, le président de la fédération, a même pratiquement confirmé cela. Mais il y a problème si Elhadj nous dit qu'il a reçu le contrat une semaine. Mais il y a problème. Ça, c'est de un. De deux aussi. On ne peut pas quand même aussi nous qualifier depuis le mois de février. Souvent, dans ces genres de contrats, l'atteinte des résultats vaut une tacite reconduction. Adidas est un professionnel. Vous croyez qu'un coach de la trempe d'Adidas peut chômer de février à juillet? Non. Il y avait des compétitions en vue pour les autres équipes nationales, même pour la France. Les clubs, ils pouvaient bien trouver quand même un contrat ailleurs. Il y a certaines clauses aussi. Et puis, le contrat est personnel. Si on n'est pas d'accord sur une clause, on en débat jusqu'à trouver consentement. Est-ce qu'on lui a donné quand même ce temps de débattre pour quand même parler de ces clauses et trouver le consentement? C'est pourquoi moi je suis encore dans mon évidence que c'est un règlement de compte. Très bien. Alors, personne, et c'est un règlement de compte, c'est le ministre et le président Babacar Ndiaye, Matarba et le président Babacar Ndiaye qui ont réglé leur compte à Adidas. Très bien. Alors, Elhadj Sarr, on va à la compétition avec un coach. On y va, on prend 5 défaites. Qu'est-ce que vous vous dites? On était trop pas au niveau ou la préparation? Puisque vous écartez l'élément de la préparation comme facteur ayant induit à cette débâcle. Pourquoi ça n'a pas marché? Puisque Khan Dalmeida, vous dites que peut-être il est en porte-à-faux avec ses coéquipiers, mais moi j'ai parlé aussi avec d'autres basketteurs qui m'ont dit textuellement nous sommes rousse parce que nous nous metti. Donc est-ce qu'à un moment donné,
Quelle est votre part de responsabilité? En fait, son avis, il est partagé par le reste du groupe. Non, je ne confirme pas. Je vous dis que juste, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et de source sûre. Donc, je vous demande quels sont les éléments qui expliquent cet échec d'après vous? Je le confirme. Il y a une émission sur une autre télé qui s'est déroulée à 2S où on prenait chaque fois pratiquement un joueur. Tous ont décrié les conditions de préparation qui étaient mauvaises. C'est ce qui a conduit à ces résultats. Certains même ont dit que s'ils avaient une préparation meilleure, ils pouvaient s'en sortir minimum pour une qualification, ne serait-ce qu'au tournoi pré-olympique. Ouais, c'est au moins 4 ou 5 joueurs. Je le défie. Après, rapidement, on va sur YouTube, on va voir l'émission. Au moins 5 joueurs. Ouais. Alors, puisqu'il y avait un envoyé spécial. Il ne manquerait plus que les joueurs s'accusent et qu'ils disent que ils n'étaient pas bons. D'accord, mais vous, votre part de responsabilité dans tout ça? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que... Qui ne l'est pas? Qui n'est pas sérieux? Non, en fait, ceux-là qui pensent que nous, entre autres, nous ne le sommes pas. Je pense que c'est eux qui ne sont pas sérieux. Ceux-là qui pensent que aujourd'hui, dans cette fédération, nous y sommes uniquement, comme ils le disent, pour être dans des cherches de primes et que les gens ne travaillent pas et que quelque part, nous sommes comme des moutons, nous suivons le président dans ce qu'il veut. Et après, c'est faux. On a travaillé. Dans ce groupe-là, les garçons, ils ont tout donné. Le coach a tout donné. Les conditions, les gens nous parlent de conditions de travail. Mais dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? S'il s'agit de préparation, je vous ai parlé tout à l'heure des tournois qu'on a joués. Chose que nos détracteurs occultent de façon expresse. Et s'il s'agit de primes, on en a parlé. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des problèmes de primes, qu'ils n'avaient pas payé ce qu'il fallait. Et quand on ira dans ce mondial-là, il y aurait eu un scandale. Malheureusement pour eux, nous sommes partis, nous sommes revenus. Il n'y a pas eu de... Mais Elhadj, pourquoi vous avez l'impression qu'il y a dans cette affaire l'axe du bien et l'axe du mal? Pourquoi ne pas évaluer objectivement cette compétition? Puisque quand même, quoi qu'on dise, le résultat est patent. C'est 5 matchs, 5 défaites. Et ça, on ne peut pas l'occulter non plus. Parce que quand on va à une compétition, c'est au moins pour faire de bons résultats. Alors, en tout cas, être bien représenté. À m'entendre parler, ce n'est pas une façon pour moi de dire que... Non, vous parlez de vos détracteurs, vous parlez toujours de choses... Il y en a. Mais comme dans toute chose. Non, mais attendez. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous entendez le discours de Pathé, qui vous parle, qui vous peint en noir tout le travail qui a été fait, qui dit clairement que tout ce qui a été fait n'était pas bon. Désolé, il n'a pas dit ça. Mais désolé, il n'a pas dit ça. On est en train... Alors, je vais vous dire. On est en train de parler... Non, attendez. Vous qui êtes juge, dites-moi en deux mots, qu'est-ce qu'il a dit de positif depuis le début de cette émission? Dites-le-moi. Mais attendez, on parle... Alors voilà, il vient de le confirmer. Non, mais déjà... Non, mais attendez, on s'écoute. Il vient de me confirmer et vous me dites qu'il ne l'a pas dit. Non, attends. Déjà, je dis, on débat sur une participation négative du Sénégal. Forcément, ce sera très difficile de sortir du positif de cette campagne. Si vous en avez, vous nous le dites. Voilà, c'est ça. Oui, mais en fait, ça c'est vous, encore une fois. Dites-nous qu'est-ce qui a été fait. Quand vous dites une participation négative, moi, ce n'est pas ma lecture. Et ça ne pourrait pas l'être. Donnez-nous votre lecture, donc. Exactement. Donnez-nous votre lecture. Ça, j'apprécie. On vous écoute. Ça, j'apprécie. Aujourd'hui, lorsqu'on a mis en place la nouvelle direction de Tafa Gueye, on a eu des objectifs précis. C'était d'abord participer dans ce mondial-là, essayer de faire le maximum. La participation était déjà acquise avant même que Tafa Gueye ne vienne. Oui. Continuez. Donc, quand il a été nommé, encore une fois, je reprends mon fil, c'était pour qu'il participe dans ce mondial et qu'une fois sur place, qu'on ait des prestations dignes de son nom. Je pense que sur le terrain, ce n'est pas le score qui détermine la participation. On a vu une équipe qui a tourné, une équipe qui a donné tout ce qu'elle avait. Il fallait travailler à faire éclore un groupe. On a vu de nouveaux jeunes qui ont intégré l'équipe, que le coach a pu évaluer à juste valeur. Nous avons aujourd'hui une ossature capable de préparer 2021 et toutes les autres compétitions à partir de février. Alors, si vous ne voyez que du noir dans cette participation, moi, ça ne peut pas être ma lecture. Et voilà, c'est quelques éléments pour lesquels mais permettez-moi de vous répondre. Lorsqu'on avait invité votre boss sur ce plateau, au lendemain de la qualification de cette équipe nationale du Sénégal, ce qu'il nous avait dit, l'objectif, c'est de faire en sorte de finir premier parmi les équipes africaines pour se qualifier directement pour les Jeux Olympiques. Entre-temps, si les objectifs ont changé,
on n'a pas été informé. Et cet objectif n'a pas été atteint. On ne fait pas partie des équipes qui vont participer au TQO. Cet objectif n'est pas atteint. On nous dit que cette équipe a été construite pour aller gagner l'Afrobasket de 2021, c'est ça? 2021. Et là, c'est très mal parti parce que déjà, le Nigeria, qui est notre principal adversaire, va jouer les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'ils seront mieux préparés lorsqu'ils viendront à l'Afrobasket. Ils auront 2020. Pareil pour nos autres adversaires qui vont jouer le TQO. Ça veut dire que donc on est mal barré. Donc pour moi, c'est extrêmement difficile de trouver du positif dans cette participation sénégalaise. On va se projeter peut-être sur 2022. Ça va être un peu difficile, mais parlons déjà du cas du coach actuel. Parce qu'il est venu à la rescousse de cette équipe. Il a dit que voilà, à chaque fois que sa patrie l'appelle, il répond présent, mais dans des conditions quand même extrêmement difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, Tafa Gueye va rester à la tête de cette sélection nationale, ou alors vous allez aussi faire une évaluation, ou vous allez chercher un nouvel entraîneur? Puisque bon, il faut tirer quand même à un moment donné le bilan et se projeter. Absolument. Donc, en tout cas, pour l'instant, toutes les perspectives sont envisageables. Comme vous l'avez dit, nous sortons d'une compétition, nous allons évaluer pour voir quelle est la meilleure des formules. Mais je vous dis encore une fois, ça va être un travail sans complaisance. N'ayez pas croire que nous, entre autres, nous sommes conscients ou on se dit que tout a été bon, on va fermer les yeux, on va... Non. Le travail a été fait, c'est valable même pour l'entraîneur des filles, Cherzad, qui sort d'une compétition. Donc, nous évaluons et nous allons voir en tout cas ce qu'il y aura de mieux pour le basket, tant du côté des garçons que du côté des filles. Très bien. Alors, Bamba, il faut peut-être parler de cet aspect-là, parce qu'il y a aussi un point dont on ne parle pas, mais au niveau de l'équipe nationale masculine, il y a beaucoup de mouvements au niveau du coach. Je crois que c'est mon ami Amdine, là, qui est derrière, qui a fait un décompte. Bon, je ne sais pas si ce décompte est vrai ou pas. Il ne doit pas et qui a dit qu'entre 2014, je pense, et maintenant, 2015 et maintenant, on a eu 6 occupants du banc. Bon, moi je note juste qu'il y avait Chersar au début, ensuite il y a eu Porfirio de Fisac, c'est ça? Ensuite, Porfirio de Fisac étant absent sur un tournant, on a eu Dumas. Et puis au tournant retour, c'est Dame qui a conduit l'équipe. Et puis après, il y a eu Adidas. Et puis maintenant, Moustapha Gueye. Bon, moi je dis simplement... Cette instabilité, forcément, ça pose problème aussi. Vous savez, à la fin d'une compétition, il faut qu'on évalue. Je suis tout à fait d'accord. C'est normal. Parce que l'évaluation, c'est ce qui permet d'avancer. L'évaluation ne signifie pas forcément qu'on se sépare de l'entraîneur. Les entraîneurs, aujourd'hui dans le monde, c'est des cycles. Soit on le comprend au Sénégal, soit on ne le comprend pas et on veut réinventer la roue. Après, on peut bien me parler des contraintes budgétaires. On ne peut pas avoir un entraîneur qu'on paye à tous les coups, etc. Il y a toujours moyen de trouver un compromis. Chersar, il était dans une... Chersar qui est le meilleur entraîneur du Sénégal au niveau de la Coupe du Monde garçon. Parce que c'est le seul qui a passé un tour et qui est allé en 8e de finale. Il avait un plan, il a été engagé à l'époque sur un plan quadriennal. 2012-2016. OK? Avec des objectifs intermédiaires et un objectif final qu'il n'a pas atteint en 2015. Parce qu'en 2015, il était attendu de lui qu'il aille en finale de l'Afrobasket. Mais tous les autres objectifs intermédiaires, il les a atteints et il y a eu des évaluations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cette logique-là qu'il faut s'insérer. Moustapha Gueye, rien ne coûtait de le mettre sur 2021. Parce que comment tu peux me dire, je vais évaluer, tout est envisageable, alors que l'entraîneur, quand on le prenait, on lui avait assigné d'amener l'équipe à la Coupe du Monde pour préparer l'Afrobasket. Cette incertitude-là, qu'est-ce qui le justifie? Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Vous avez voulu être sérieux. Oui, l'autre chose, c'est que, comme le disent le Wolof, quand tu es aux responsabilités, quelque part, il faut avoir le dos large et accepter les critiques. Moi, je ne reconnais pas El Assar. Ça, je vous le dis personnellement, et je lui dirai le pourquoi quand on sortira de ce truc. Il faut accepter que les gens vous critiquent. Pour que de la critique, on prenne les choses qui sont positives pour avancer
et qu'on rejette les choses qui ne sont pas. Bamba Elhadj, il a le mérite d'être sur ce plateau et d'accepter un débat contradictoire. Et ça aussi, c'est à son mérite. Donc, il faut le reconnaître aussi. Non, en fait, moi, je ne comprends pas en fait cette façon extraordinaire d'infantiliser les gens qui va dans le sens de quoi. Non, mais c'est ça, Bamba. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire quand tu me dis, je n'accepte pas la critique. Mais tu n'acceptes pas parce que depuis qu'on est là, tu penses qu'il y a deux camps. Il y a le camp. Nous, on est fédération, on est là, c'est nous qui gérons. Et là, le camp des détracteurs. Vous pensez que moi, je vais quitter, marcher sous la pluie, venir ici pour être détracteur? On va essayer d'avancer dans le débat, justement, dans le bilan. Tu sais pourquoi tu es perçu de la sorte? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on revienne dans le sens étymologique du mot critique. Dans critique, il y a du positif, il y a du négatif. Et lorsque nous avons aujourd'hui, dans vos critiques, que des choses noires, c'est normal. Mais il est difficile. Nous, on est des journalistes, des observateurs. Il faut éclairer la lanterne des autres. Si on vous dit que, si vous pouvez me dire, si vous pouvez me justifier qu'aller dans une Coupe du Monde, être un des 5 représentants de l'Afrique, faire 5 matchs, perdre tous les matchs et terminer dernière équipe africaine, si vous voulez me dire que c'est du positif, je vous dis non. Maintenant, vous pouvez dire, vous pouvez bel et bien reconnaître que ce n'est pas positif, mais que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, ce n'était pas d'aller gagner la Coupe du Monde. Même avec Adidas, on n'allait pas gagner la Coupe du Monde. Mais ça, il faut quand même qu'on le sache. Maintenant, non, attendez. Il faut avoir la latitude de savoir quand même que dans cette équipe nationale-là, il y a ceux qui sont aux affaires, parce que c'est eux qui militent, c'est eux qui vont, c'est eux pour qui on a voté, et c'est eux qui dirigent. Et il y a ces millions de Sénégalais qui peut-être ne connaissent pas le basket, mais quand la Lituanie nous a mis une gamelle de plus de 50 points, ils se sont tous posé des questions. C'est ça aussi, il faut que les gens acceptent cela. On ne peut pas être là dans une posture, on n'est pas des moutons, personne ne dit que personne est mouton ici. Ce qu'on veut, c'est que vous sachiez que... Bamba Kassé, il faudrait à un moment donné... Je vais vous dire une chose, à chaque réponse, c'est parce qu'il y a eu Luko Soré. Quand le président Tania nous traite de moutons, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Pourquoi vous le prenez? Pourquoi vous le prenez pour vous? En parlant tout à l'heure, j'ai parlé du président Tania. Moi, je vous dis, dans ce débat-là, quand vous dites des choses qui ne sont pas justes, je suis à mesure de rectifier. Aujourd'hui, vous me dites qu'il y a eu plus de 6 entraîneurs depuis lors. Il y a une instabilité à cette équipe nationale. Non, mais ça, je suis d'accord avec lui. Non, mais je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout est rose là-bas. Parce que notre rôle, et c'est pourquoi nous avons intégré cette fédération, c'est pour que quelque part nous ayons, d'abord après avoir été des présidents de club, des présidents de ligue, aujourd'hui être dans la fédération et apporter notre vision des choses. Nous avons, il faut rectifier parce que c'est des millions de Sénégalais qui nous écoutent. C'est vrai, il a raison qu'entre-temps, il y a eu un pléthore d'entraîneurs qui sont passés ici. Mais entre Adidas et Tafa Gueye, il y a qui? Il n'y a personne. Mais exactement. Adidas, c'est 2 ans. C'est-à-dire, depuis pourquoi voulez-vous tout retenir? Adidas, c'est 2 ans. Cheikh Sarr, c'est 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de quitter cette instabilité dont vous êtes en train de pointer le doigt pour tendre vers la stabilité sur ce point-là. Chercher Adidas, ce n'est pas pour le changer à la veille de la compétition mondiale. C'est là où il y a un problème. Mais on peut même le changer. C'est-à-dire, aujourd'hui, les conditions. Le débat pour moi, ce n'est pas Adidas. Le débat, ce n'est pas Adidas. Ça fait partie, comme l'a si bien dit Cheikh Tidiane, de façon synthétique, on ne peut pas aujourd'hui occulter le fait que le Sénégal est le seul pays qui, avant d'aller à cette Coupe du Monde, à 1 mois de cette Coupe du Monde, a viré son entraîneur. Ou en tout cas, n'a pas reconduit son entraîneur. Ça, personne ne peut le nier. Attends, laisse-moi 2 secondes partir. On ne peut pas également nier le fait que le Sénégal, c'est le seul pays qui, lorsqu'il s'est qualifié, de février à août, n'a rien fait pour conserver son entraîneur. Comme me disent, on a discuté, on ne s'est pas entendu, etc. Mais cette discussion-là, pourquoi elle a eu lieu en juillet? Pourquoi elle n'a pas eu lieu en mars? Pourquoi elle n'a pas eu lieu en avril? C'est ça la question. Il ne faut pas qu'on retourne la chose. On n'est pas là pour faire le procès de comment est-ce que les gens ont géré le cas Adidas ou pas. Non, on est dans un ensemble, on veut que le Sénégal avance. Ça nous fait plaisir que le Sénégal gagne, même si on n'est pas membre. Parce que quand on sort dans la rue, on est fier. Cette fierté-là, même l'apprenti carapite
il est actionnaire de l'équipe nationale. Ça aussi, il faut que les gens ne l'oublient pas. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire quand vous... Non. Là, il faudrait que pour qu'il y ait un minimum d'équilibre, tu charges, il charge, je réponds. Je ne charge pas. Je ne charge pas. Je ne suis pas dans un débat politique. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Non, il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans un débat politique. Nous ne sommes pas dans un débat politique. Nous sommes dans un débat sportif. Et le sport, le propre du sport, c'est de savoir écouter, de savoir analyser. Après, de savoir négocier. Vous avez la parole. C'est-à-dire si à chaque fois que je prends la parole, vous me coupez pour la reprendre, il faudrait qu'à un moment... Parce qu'en fait, c'est un débat crypto-personnel. Vous ne nous apprenez pas par rapport aux téléspectateurs. Vous êtes en train de rétorquer des choses. Et pourtant, si. Parce qu'aujourd'hui, quand Bamba essaye de présenter le Sénégal comme étant une exception mondiale, lui, journaliste sportif, je ne peux pas être d'accord. Aujourd'hui, vous dites que ce qui s'est passé avec Adidas, c'est un cas inédit au Sénégal. Je ne peux pas être d'accord. Quand l'Espagne se séparait à la veille d'une Coupe du Monde de son entraîneur national, ça, vous étiez là. C'était à une semaine du démarrage. Le football. C'est une compétition sportive. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, lorsque, avec les fédérations... Et le résultat le résultat, ça a été quoi? Non, mais je vais vous dire une chose. Encore que là-bas, c'est un entraîneur. C'est un entraîneur. Attention, il faut comparer ce qu'il comprend. Là-bas, c'est un entraîneur qui a signé, qui est contractuel de la fédération et qui, avant la Coupe du Monde, a rendu public qu'il va aller au Real. Or, on sait qu'en Espagne, la rivalité Real-Barça, les gens se sont dit, ça c'est un facteur d'instabilité, on ne va pas le laisser pourrir le vestiaire de la Roma. Et on l'a viré. Ici, c'est un entraîneur qui n'a même pas été reconduit. C'est ça. Je suis en train de vous souligner. Je suis en train de vous souligner un désaccord. Je ne suis pas dans l'analyse du désaccord. Ça, c'est vous qui le faites. Moi, je vous dis, comparaison n'est pas raison. Non, si. Comparaison n'est pas raison. Elhadj, il faut te mettre dans la peau de quelqu'un qui représente une fédération, qui vient débattre et qui doit mettre beaucoup de sérénité dans ce qu'il fait, au lieu de faire du tu à moi. Vous faites la ça ne sert à rien. Mais attendez, tu à moi, on va le faire jusqu'à la fin de l'émission. Bamba Kassé, vous pensez vraiment qu'on va être dans ce plateau où vous allez avoir le droit de dire tout et que je n'aurai pas le droit de vous répondre ou de ne pas être d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu feras l'effort d'entendre mon désaccord parce que ceux-là qui nous écoutent ne sont pas dupes. Quand vous voulez installer dans la tête des Sénégalais que ce que nous sommes en train de vivre avec cet entraîneur national-là, c'est un cas inédit, je suis à mesure de vous dire que ce n'est pas le cas et je cite des exemples. Vous ne pouvez ne pas être d'accord, mais je vous dis juste une chose, qu'aujourd'hui, le fonctionnement de la Fédération sénégalaise de basketball n'est pas régi par des gens qui sont en dehors de cette fédération. Donc aujourd'hui, nous analysons la collaboration avec les entraîneurs. Encore une fois que c'est des entraîneurs que nous avons nommés. Et lorsqu'on ira jusqu'au moment où cette collaboration devra prendre fin, elle prendra fin et la vie continue. D'accord, très bien, mais avec des conséquences fâcheuses. C'est là où vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de votre analyse. On ne va pas revenir là-dessus. Parce que tout simplement... C'est important, c'est le nœud du problème. Si vous voulez, on y va. Il n'y a pas de problème, moi ça me dérange pas. Mais je pensais tout simplement... mal géré. Non, je pensais tout simplement qu'en fait, on pose des débats pour avancer. Tout à l'heure, Cheikh Yann m'a dit pour avancer, il faut que vous reconnaissiez déjà qu'il y a eu un tort. Et sur ce point-là, vous ne pouvez pas faire entendre raison aux Sénégalais que renouveler un contrat à un mois d'une compétition va faire du bien au Sénégal. La preuve, on est allé, on a perdu. Donc nous devrions accepter... Non, pas accepter, mais anticiper. Anticiper. Personne ne dit ça, encore une fois. Et je confirme que vous nous avez donné 24 heures au coach pour se décider par rapport à son contrat. Abdourahmane Ndiaye, ça vous le confirmez, mon frère? Oui, je le confirme. Ça, vous le confirmez? Haut et fort, oui, je le confirme. Alors là, c'est un scandale. Là, c'est plus la journaliste qui parle. C'est la journaliste qui est sourcée. Non, je vous dis que c'est royalement faux. Vous avez laissé et je prends à témoin toutes les personnes. Adidas en premier. Moi, je vous ai dit que j'ai interpellé Adidas. D'accord. Et j'ai donné une date précise. C'était lors du tirage au sort de l'Afro-Basket féminin, où je lui demandais de signer enfin son contrat. Et ça, on n'était pas à 24 heures. Donc quand vous venez me dire qu'on a donné le contrat à 24 heures, ça c'est un scandale. Vous avez laissé 24 heures au coach. Vous avez laissé 24 heures au coach pour se décider. Vous lui donnez le lundi, vous lui dites devant 20 caméras. Adidas a dit que c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous pensez Adidas va voir? Non, arrêtons. Adidas a dit ça, c'est vrai. Personne ne l'a démenti. Vous attendez 2 mois plus tard pour venir nous dire que ce qu'Adidas avait dit il y a 2 mois, c'est pas vrai. Arrêtons, soyez sérieux. À la minute où Adidas dit ça, si ce n'est pas vrai, à la minute, j'interviens, je dis c'est pas vrai.
Mais je ne vais pas attendre 2 mois après. C'est ça. Quand même. Après, vous voulez nous prendre pour des trucs. Nous avons fait une conférence de presse où cette question a été évacuée. Donc quand vous dites que c'est pas vrai... Allons à l'essentiel, maman, parce que ça, ce n'est pas l'essentiel. Il ne manquerait plus que vous dirigez l'émission, Bamba. Parce que là, c'est vous qui déterminez l'essentiel et ce qui n'est pas. Alors là... Bon, allez, calmez-vous, monsieur. Aussi bien Bamba que El Hadj Bon me laissez quand même parler. Je suis en train de les... Non, il faut quand même... Je fais partie du débat. Allez-y. Voilà, moi je pense que El Hadj aussi, il faut aussi qu'il nous... Nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas au niveau de la fédération. Nous sommes libres. Nous sommes libres de critiquer. Nous sommes libres de donner notre avis, voire même donner des conseils. Je les donnerai tout à l'heure. Mais aussi, il faut que El Hadj reconnaisse que tout le commun des Sénégalais n'est pas d'accord sur l'image d'Adidas. Moi, j'ai suivi le match de la Lituanie sur une autre chaîne de télévision, autre que les chaînes sénégalaises. Mais même ces journalistes étaient scandalisés par le limogeage d'Adidas. C'est des gens qui ne sont même pas au Sénégal. Il n'y a que la fédération. Même il y en a certains parmi eux qui ne sont pas d'accord du limogeage. Il y a que peut-être El Hadj, peut-être le président, et un petit groupe au niveau de la fédération qui est en train de communiquer sur ça. Parfois, il faut qu'on soit sérieux quand même. Parce que c'est les Sénégalais qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous regardent. Il y a des choses qui sont indéfendables. Moi, j'en suis sûr qu'il y a 3 mois de cela, quand j'étais avec El Hadj au niveau de la plateforme et qu'on était en face de la fédération, il n'allait pas dire ça. Je connais bien ses convictions. Il n'allait jamais dire cela. Mais il est dans son rôle. Il défend le président. Et je le conseille. Alors, très rapidement. On va clore sur ce sujet. Maintenant, attendez. Je continue. Je donne un conseil. Je donne un conseil par rapport à 2020. Parce que la préparation de l'Afro de 2021 passe forcément par des compétitions en 2020. On n'est pas qualifié au TQO, on n'est pas qualifié au JO. Si on veut faire un bon tournoi en 2021, il nous faut forcément un regroupement en 2020. Absolument. Ça, c'est un conseil que je donne à la fédération. Il faut un regroupement, jouer des tournois. Même si le ministère dit que ce n'est pas dans son budget, la fédération n'a qu'à trouver les moyens parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Très bien. Alors, très rapidement. Je ne vais pas charger, puisque vous dites qu'on ne fait que charger. Mais bon, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand même, je sais pas... Non, mais j'aurais aimé répondre à Pathé d'abord avant que... Laisse-moi d'abord. Pour ne pas perdre le fil, en fait. Non, vous le gardez. Mais quand même, je vous dis que, par exemple, cette fédération, quand elle fait du bon boulot, on le dit. Par exemple, cette équipe nationale U18, qui est devenue U19, avec la compétition qu'elle avait faite au Mali, finaliste. Tout le monde avait applaudi la préparation de cette équipe. Je me rappelle même, j'avais tourné un reportage avec Bamba Kassé au Terrobi. On avait applaudi, on avait apprécié le boulot qui a été fait, surtout après cette histoire de fraude, je ne sais pas. Mais quand, 3 mois après, cette équipe, je ne sais pas, se prépare pour aller à la Coupe du Monde. Il y va, et c'est un fiasco total. Et là, et l'entraîneur a, je ne sais pas, déploré le manque de préparation. Et on a l'impression que c'est cette même histoire qui a été transposée dans l'équipe A. Cette équipe qui avait joué le Mali, qui avait failli battre le Mali chez elle, et qui fait une participation calamiteuse devant une équipe malienne qui joue la finale de cette compétition. Quand même là, on se dit qu'il y a problème. Peut-être, on ne sait pas où, mais quand même, il y a problème. J'ai bien aimé par là où vous êtes... Très rapidement, oui. Par là où vous avez terminé, quand tu dis on ne sait pas où. Ça, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe au Mali qui a été vraiment phénoménale. On est allé au championnat du monde avec le même coach. Là, en tout cas, on ne l'a pas viré. On a vu autre chose. Dès lors où c'est comme ça, il faudrait qu'à un moment donné aussi l'analyse ou que l'évaluation soit de mise. Et c'est ça que nous allons faire. Nous avons d'ailleurs démarré avec les U18. Pour vous dire que le travail est en train de se faire en fond et en comble. Pathé, pour juste terminer sur ce point-là, quand tu disais, je pense que c'est un lapsus, quand tu m'as dit que je défends le président. Je pense qu'on se connaît pour comprendre que je ne défends pas des hommes.
je défends des positions, je défends des principes. Nous avons été ensemble aussi, dans le cadre. Et des institutions. Absolument. Aujourd'hui, moi, je suis le chargé de com de la Fédération sénégalaise de basketball, pas de Babacar Ndiaye. Soyons clairs et nets. On était dans une logique où moi, j'ai eu à suivre de près les négociations avec Adidas. De près. Je suis à mesure de dire, en tout cas, les xam. Ça m'a akhulaï taala. Je ne parle pas pour plaire à X ou Y. Ce qui s'est passé, c'est que pour rien au monde, on met le Coran ici, je mets ma main. On n'a pas remis à l'entraîneur Adidas un contrat la veille pour le virer le lendemain. C'est totalement faux. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, mes positions d'hier restent mes positions d'aujourd'hui. Maintenant, à la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'intégrer la Fédération sénégalaise de basketball du Sénégal, dont je suis un des patriotes. Et nous allons reporter les mêmes convictions qu'on avait dans cette plateforme de revendication, dans cette fédération, où des débats se posent, où on se bat pour que les choses prennent d'autres tournures. Mais je ne peux pas, cher Tidiane, venir dans ce plateau. Ce n'est pas parce que nous avons fait 5 matchs, 5 défaites, accepter tout ce qui est dit ici, même quand c'est à porte-à-faux avec la réalité. Très bien. Alors, ce serait bien qu'on puisse savoir, tiens, pourquoi pas, Abdourahmane Ndiaye Adidas, s'il veut intervenir en direct et donner sa version des faits, ça nous intéresse aussi, puisque, bon, moi, les messages, je les ai, mais je préfère que la personne en question donne ses informations. Alors, Elhadj, on va parler de l'effectif de cette équipe. Est-ce qu'il faut penser à un renouvellement générationnel? Malendo n'y était pas. Gorgui Sidia, pour des raisons sportives, je pense, ou personnelles, n'a pas voulu également participer à cette Coupe du Monde. Mais on voit aussi qu'il y a certains joueurs qui, depuis presque une dizaine d'années, sont dans cette équipe. Est-ce qu'à un moment donné, il faut penser à renouveler carrément, comme ce qu'on est en train de faire avec l'équipe nationale féminine? Je pense que c'est à cela que nous sommes en train aujourd'hui de procéder. C'est que même l'entraîneur national en place a clairement compris qu'il fallait du sang neuf dans cette équipe nationale. C'est pour ça que vous avez vu des équipes comme des joueurs comme Ibrahima Faye, comme comment dirais-je, Gueye, Ndoye, tous ces jeunes qui sont entre 24, 25 ans, 21 ans, ils ont intégré cette équipe-là. Les Pape Moustapha de la douane, qui ont quelque part été des satisfactions. C'est pour ça tout à l'heure, moi j'ai dit que j'ai vu du positif dans cette participation. Maintenant, je peux comprendre qu'aujourd'hui, les attentes étaient tellement élevées qu'aujourd'hui... C'est-à-dire, non, quand même à ces résultats. C'est-à-dire, les gens ne s'attendaient pas vraiment à ce qu'on y aille et qu'on prenne 5 défaites consécutives. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas sur le plan de l'engagement ou des conditions, encore une fois. C'est un débat qui peut se poursuivre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'entraîneur national le même projet et travailler aussi en parfaite collaboration avec des gens comme Bamba Kassé qui sont bien informés et réseautés, c'est-à-dire dans la détection des potentialités qu'il y a un peu partout. Tout à l'heure, mais surtout qu'Elhadj, dans cette histoire quand même, s'il vous plaît, Bamba, dans cette histoire, il y a des acquis. Tu sais, quand même, vous dites que vous avez vu du bon, mais moi je dis que déjà, le Sénégal, avec tout ce qu'il a fait dans le basket quand même, on a certains acquis. Chersar est un exemple. Chersar, dans cette équipe nationale du Sénégal, c'est l'entraîneur pratiquement qui a passé le plus de temps, qui a eu le plus de temps pour former un bon groupe, pour intégrer des joueurs. Et je pense que c'est grâce à ça quand même qu'il a réussi à faire une deuxième tour de Coupe du Monde. Donc, ce qui veut dire que vous avez des acquis. Ça, c'était un acquis. Et lui, c'est un exemple. Donc, si vous voulez construire un groupe, franchir un palier... bon, je ne sais pas s'il faut quand même tresser des lauriers. Mais c'est pour ça que nous sommes en train de tendre vers la stabilité au niveau des coachs. Au niveau du basket local aussi, il y a beaucoup de complaintes de la part des acteurs qui sont les premiers concernés. Et ça, on ne peut pas aussi l'occulter. C'est vrai que les équipes nationales sont la vitrine, entre guillemets, l'arbre qui cache la forêt. Mais on ne peut pas non plus occulter le fait que cette Coupe du Monde U17, où on est parti, le Sénégal s'est pris aussi des défaites durant toute sa compétition, là où le Mali allait en finale. Donc aujourd'hui aussi, est-ce qu'on ne peut pas parler de problèmes au niveau de l'organisation même de ce basket local? Moi, je vous propose de regarder ce reportage préparé par Mamadou Ndiaye, où on parle de l'arrêt du championnat depuis presque fin juillet, du problème de l'absence de compétition des petites catégories. Il faut qu'on en parle. Mamadou Ndiaye, c'est parti.
Sur le plan international, il se trouve qu'on a des dirigeants, ils ne sont pas intéressés par le plan local. Il n'y a que l'international qui les intéresse. Un club qui joue un championnat, qui gagne le championnat, il a moins de 5 millions comme récompense. Alors que quand tu es délégué fédéral, tu pars avec l'équipe nationale, l'équipe va en Afrobasket, ils sont en finale, tu as 17 millions. Donc un dirigeant gagne plus qu'un club qui gagne le championnat. Donc ça pose problème. Les clubs et la formation sont à la recherche d'un second souffle, mais difficile de se relancer quand le championnat de première division est à l'arrêt depuis des mois. Le Sénégal a toujours gagné avec les joueurs qui sont au niveau de notre championnat local. Pour la petite catégorie, c'est le désert en termes de compétition. Pour aller jusqu'à ce niveau-là, il faut d'abord parler de la formation à la base. Parce que si l'on sait que ce sont les joueurs-là qui sont formés à la base, qui tôt ou tard vont jouer dans les différentes catégories des équipes nationales. Les U16, U18, U19, U20 jusqu'à senior. Donc si à chaque fois on arrête ces championnats-là, ou bien si le calendrier n'est pas respecté, ça peut bien sûr avoir des répercussions dans l'évolution des joueurs. Au niveau de la fédération, il y a beaucoup de cacophonie. Les gens ne font rien en planifiant un calendrier maîtrisé. Donc ce qui a porté du tort au club. Pendant ce temps, le Mali, éternel rival du Sénégal, mise sur la formation et joue dans toutes les compétitions en petite catégorie. Urgence pour le basket sénégalais qui perd petit à petit son lustre d'antan. De note circulaire pour les informer de l'arrêt de cette compétition. Vous avez évoqué des raisons, l'afro-basket féminin, la Coupe du Monde et la prise en charge de ces mois de latence avec des clubs qui tirent le diable par la queue. Rester de juillet à septembre sans compétir, c'est forcément problématique. Je suis d'accord. Maintenant, il y avait un impératif qui était là et cette question a fait l'objet d'un débat en pleine réunion du comité directeur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est le président de façon active dans son bureau prend des décisions. Nous en avons discuté des heures et des heures où des formats d'abord, c'est-à-dire quand vous dites sur l'information, effectivement, on a eu à informer parce que ça c'est de mon ressort. Nous avons pris, et d'ailleurs moi j'avais suggéré au président avant d'annoncer la décision par voie de communiqué, rencontrer et échanger directement avec les clubs concernés qui devaient patienter. Et ça, il l'avait fait. À l'époque, il n'y avait qu'avec Ville de Dakar que ça avait pris un peu de retard. Ils avaient fait une conférence de presse pour décrier un peu, mais entre-temps, ils ont eu à échanger. Et je pense que là-dessus, nous avons eu l'onction et l'adhésion de tous les clubs. Et pourquoi ça a coincé avec Ville de Dakar? Non, mais c'est un processus. C'est-à-dire nous avons terminé la réunion, nous avons pris la décision. Avant même de l'annoncer, il fallait parler avec plusieurs clubs. Donc, on a terminé. Avant même de terminer avec les clubs, Ville de Dakar, ils ont fait leur point de presse pour décrier cet état de fait. Ça aussi, on ne peut pas le maîtriser. Et ça, on ne peut que respecter. Mais encore une fois, pour vous dire, ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal, c'est passé au Mali. Le Mali n'organisait pas l'afro-basket, mais quand il fallait... Non mais, s'il vous plaît, messieurs, je vais... Vous me posez une question, je vous donne... Oui, mais quand vous dites que ça s'est passé au Mali, c'est comme si vous jugez cela normal, alors que le Mali n'est pas une référence en matière d'organisation. Des contraintes de calendrier. Aujourd'hui, on était face à un impératif, c'était l'organisation de l'afro-basket, et le Mali a suspendu son championnat pour ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. On était en plein débat, et je pense que... tout le monde est douté du Natal, comme on dit en Wolof. Abdourahmane Ndiaye Adidas est en ligne. Ouais. Voilà, bonsoir coach. Bonsoir Moussato. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Alors, El Hadj Sarr a dit que vous n'avez pas eu le contrat 24 heures avant et qu'on vous le réclame le lendemain. En tout cas, quelle est votre version? Je pense qu'El Hadj Sarr a vraiment une qualité extraordinaire. Regardez tous les Sénégalais, 15 millions de Sénégalais dans les yeux, pour dire que je ne l'ai pas reçu, que j'ai reçu le contrat 10 jours avant. Il sait très bien que c'est faux, c'est des comptes de vérité. Il sait très bien que j'ai reçu le contrat le lundi, le jour de l'afro-basket, la présentation de l'afro-basket féminin, et que le mardi soir, on m'a limogé. Donc, El Hadj Sarr, dans les yeux, je vous dis que vous êtes en train de dire des comptes de vérité. Je comprends tout à fait que vous essayez de défendre l'indéfendable,
mais qu'aujourd'hui, il faut assumer vos choix et mesurer l'impact de vos décisions. Voilà. Voilà, réponse de Elage. Mais écoutez, il faudrait que Adidas comprenne que nous assumons totalement nos décisions et que c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour nous, c'est du passé. Aujourd'hui, on en parle parce que tout simplement le débat s'est posé. Mais moi, je le dis encore une fois. C'est juste une question très simple, réponse très simple. Ma parole ne peut pas changer de façon extraordinaire en moins de 30 minutes. Ce que j'ai dit, je le maintiens. Adidas n'a pas reçu son contrat la veille pour le lendemain. C'est le contrat dans mon sa parole contre la mienne. Très bien. Maintenant, oui, coach, vous avez envie de rajouter quelque chose? Oui, j'ai montré le contrat, je l'ai montré dans mon point de presse. Personne ne l'a contesté. Il le sait très bien qu'il rencontre des contre-vérités. C'est des mensonges. Beaucoup, coach Adidas. Donc voilà, la réponse du coach sur ce point bien précis. Le temps de réflexion autour du contrat, la date de réception et le limogeage. Ça s'est fait en 48 heures. Pour le coach, El Achar dit non, il a eu 10 jours pour réfléchir sur ce contrat. C'est 48 heures. Moi. Le lundi pour le recevoir le mardi. C'est ça. Moi, ça, c'est un sujet qui est dépassé. Moi, j'en parle pas. Parce que vous avez parlé du basket local. J'ai entendu tout à l'heure le raisonnement de LH qui m'a heurté. Ça, je le dis sincèrement. Parce que moi, je suis président de club de D2. Nous sommes concernés par cette interruption. S'il dit qu'ils ont reçu les clubs concernés, c'est 6 clubs de D1, donc nous, les clubs de D2, ne sommes pas concernés. Alors que depuis pratiquement le mois de décembre, nous entraînons. Il n'y avait pas eu, en tout cas nous, on avait l'habitude de recevoir des mails, des circulaires de la fédération. On n'a pas eu une lettre circulaire de suspension. On a eu par contre une lettre circulaire de reprise. J'ai mes mails. C'est souvent le secrétaire général qui nous les envoie. On a suspendu le championnat sans nous informer. Le président avait dit qu'on allait organiser le tournoi de montée en août quand il était en pré-campagne. On est au mois de septembre. Il y a des clubs de D2 qui sont restés plus de 3 mois sans jouer. 3 mois sans jouer. Les clubs de D1 sont restés 45 jours sans jouer. Ouais. Moi, je peux être d'accord qu'ils disent qu'il y a des joueurs ou des entraîneurs qui sont concernés par les compétitions de D1. Mais les compétitions de D2, il n'y a aucun joueur de D2 qui joue en équipe nationale. Les arbitres de D2 ne sont pas allés au championnat d'Afrique ni au championnat du monde. Ouais. Les entraîneurs de D2, ça veut dire que le fait que ce qu'il a dit est un aveu, que les gens n'ont aucune considération pour le basket de masse. Ça veut dire le basket de masse, c'est la 2e division. Mais on appelle 6 clubs, on prend des décisions, on n'informe pas, nous, les clubs de D2. Il y a des problèmes. Est-ce que ce n'est pas un problème finalement, on en parlait par rapport à l'équipe nationale, mais l'organisation, l'anticipation? Parce qu'il n'est pas le seul à déplorer ce manque d'information sur l'arrêt du championnat. Même des clubs de D1 se sentent concernés par cet arrêt de championnat et ils n'ont pas été informés. C'est-à-dire aujourd'hui, quand moi je dis en fait qu'il peigne le tableau tout en noir, c'est exactement pour des faits de ce genre. Pat et moi, à l'époque, nous avions porté des revendications auprès de la fédération pour que nous quittions, parce que la 2e division ne se jouait pas au Sénégal. Qu'est-ce qui se passait? Durant toute une saison, les équipes de 2e division s'entraînaient et se retrouvaient pour 2 semaines pour jouer un tournoi de montée. Et lorsque une équipe montait, mais Pat, ce que je dis, c'est la pure vérité. Elle montait en première division, par manque de compétition, elle redescendait tout de suite. Entre autres, depuis 2 ans, la 2e division est passée d'un tournoi à un championnat. Ça, vous ne pouvez pas l'occulter. C'est des millions et des millions qu'aujourd'hui coûte la 2e division. Maintenant, dire qu'aujourd'hui on ne respecte pas le basket de masse, c'est parce que tout simplement vous avez voulu l'aborder et l'analyser sur cet angle-là. Juste par rapport à l'arrêt, on ne peut pas dire qu'on ne respecte pas la 2e division. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été consentis sur ce domaine-là aussi. Il faut le pointer du doigt. Mais la question lancinante des moyens financiers, parce que là, ça pose problème. Pendant 2 mois, des équipes qui doivent s'entraîner, garder le rythme, avec les moyens, on parle d'un titre de champion avec un montant de 5 millions. Comment ils font? Je veux dire, concrètement, comment vous les aidez par rapport à ces aspects-là? Là-dessus, on avait juste proposé, et aussi on aide en fonction de ce qu'on peut. C'est-à-dire, on était face à un impératif. On a analysé toutes les situations possibles, mais le report du championnat était de mise. Donc,
ça a été acté, mais sous décision, on a décidé que nous allons aider les équipes, par exemple, pour leur transport lorsqu'on va redémarrer le championnat. Donc, c'est une situation évidemment compliquée, déplorable, qu'on ne souhaite pas revivre ou faire revivre, parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes dans cette fédération, la plupart sont affiliés à des clubs ou ont eu à gérer des clubs. Donc, nous avons une certaine expérience de gestion et la lourdeur de ce que cela implique. Donc, c'est une situation inédite. Et aujourd'hui, je pense qu'à partir de mercredi, on va reprendre le championnat pour la deuxième division et à partir de samedi prochain, reprendre pour la première division. Très bien. Alors, Bamba, moi j'ai envie de poser juste une question à Elhadj. Mais moi j'ai envie de vous poser une question. Certains reprochent à cette fédération d'être gérée par un groupuscule de personnes, notamment des gens qui sont proches du Dakar University Club et qui prennent des décisions en leur faveur. Raison pour laquelle ils ont décidé de suspendre ce championnat. Ça, je ne vais pas poser la question à Elhadj. Je vais vous poser, en tant qu'observateur, est-ce que vous avez l'impression que parfois, certaines décisions sont favorisées par des intérêts de clubs au détriment d'autres? Question piège, parce que tu sais certainement que je suis un ancien supporter un supporter du Duc. Non. Mais c'est pas le... Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui le disent, et pas seulement maintenant. Il y a beaucoup de gens qui le disent depuis l'avènement de Maître Babacar Ndiaye, président du Duc, à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball. Mais bon, vous savez, sur l'arrêt du championnat. Dans le monde associatif, il y a quand même ce sentiment de clubisme qui fait que parfois on voit tout, on voit tout du point de vue de l'adversité d'un club, quoi. Okay. Genre, oui, non, c'est les gars du Duc, donc c'est eux qui dirigent, donc tout ce... Non, je ne pense pas que ce soit justifié. Par contre, je pense qu'il y a eu un grand déficit de gouvernance, parce que lorsqu'on démarre une saison, lorsqu'on établit le calendrier, on tient en compte tous les impératifs. Et lorsqu'on démarrait cette saison-là, on savait que le Sénégal allait jouer la Coupe du Monde. On savait que le Sénégal allait jouer l'Afro-Basket. Je ne dis pas que le Sénégal allait l'abriter, mais le Sénégal allait jouer l'Afro-Basket féminin et allait jouer la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on a fait en tenant compte de ça? Je sais juste qu'une fédération voisine, comme celle du football, elle établit ses calendriers, elle fait tout pour terminer avant d'aller en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Je pense que ce n'est pas trop demandé à une fédération de s'asseoir, de discuter, de voir les formules, quitte même en année de Coupe du Monde ou en année d'Afro-Basket, de modifier la formule pour permettre aux gens de terminer. Quel est l'intérêt pour un sportif, aujourd'hui, amateur, de prendre part à un championnat? L'intérêt du sportif, individuellement, c'est quoi? C'est de briller, éventuellement de s'exporter. Si le championnat n'est pas terminé et que moi je suis joueur, je vais faire comment? J'ai quand même des engagements, ne serait-ce que du point de vue moral avec mon club. Autre chose, quel est l'intérêt sportif de jouer un championnat pendant 6 mois, de stopper pendant 2 mois et de reprendre? Il faut quand même qu'on se pose des questions. Nous sommes en 2019. Ça, c'est des situations qui se posaient il y a très longtemps. Et maintenant, quand même, on peut bien mettre tout le monde autour d'une table en début de faire un séminaire de préparation de saison, mettre tous les clubs, leur demander voici les contraintes que nous avons, voici les contraintes financières que nous avons, voici les contraintes parce qu'on n'a pas tant de sponsors, voici les contraintes de calendrier international que nous avons, parce que la FIBA Afrique ou la FIBA de façon générale en Afrique ou dans le monde nous impose de faire ceci, de faire cela. Donc, voilà comment est-ce que nous devons nous organiser. Et chacun va donner son avis. Après, on avance. Mais quand même, c'est un gros hiatus que d'être là au mois de septembre et de dire on va reprendre le même championnat. L'autre championnat, le championnat de l'année prochaine va démarrer quand? Mais surtout que l'Afro-Basket, je pense que ce report-là est dû à l'Afro-Basket. C'est vrai que dans cette histoire, le premier coupable, c'est FIBA. Non, FIBA n'est pas coupable. Non, je dis que oui. Attends. Mais le premier coupable, c'est FIBA, parce que normalement, une équipe qui doit acquérir une compétition telle que l'Afro-Basket doit le connaître au minimum 1 an avant. Et sur ce coup-là, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, cette compétition de l'Afro-Basket a duré 10 jours. 10 jours. Et dans cette équipe nationale du Sénégal, il y avait combien de joueurs du championnat local? Une seule. Rien que ça. Non, je ne pense pas que FIBA est... De toute façon, la FIBA, c'est la FIBA, avec tous ses manquements. Je dis bien tous ses manquements. Okay.
Parce que également là-bas, il y a un problème de gouvernance qui se pose. Notamment de la part des présidents des fédérations africaines qui, au lieu d'aller là-bas pour défendre le basket africain, acceptent tout ce qu'on leur dit là-bas. Aujourd'hui, l'afro-basket masculin se joue tous les 4 ans. Mais maintenant, ça, c'est parce que nous... sera dirigé par un Malien. Ça ne va rien changer du tout. Les choses vont changer. Le président du Mali, le président Amarnia, qui est un grand monsieur, un gentleman, quelqu'un qui a ramé, quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour le développement du basket de son pays et du basket africain, est un homme qui mérite d'être à la tête de la FIBA. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre à l'évidence que... Mais regardez cette formule-là que la FIBA nous a dit. On dit que la Coupe du Monde se joue en 2019, donc les éliminatoires se terminent en février. Mais bon, comme c'est une année de Coupe du Monde, vous ne jouez pas de Coupe d'Afrique. Et nous, on l'a accepté. Vous vous rappelez du débat, c'est Blatter Ayatou? Oui, il faut qu'on harmonise, il faut que vous jouiez tous les 4 ans. L'Afrique a dit non. Parce que l'Afrique a des impératifs de développement infrastructurel. L'Afrique a des besoins qui lui sont spécifiques. Ils ont toujours dit non. Les présidents de la Fédération africaine de basket, je suis désolé, ils vont faire du shopping quand ils vont là-bas, quand ils sont là-bas. Mais pour revenir à la question de Cheikh Tidiane, ce n'est pas la question de la FIBA, c'est une question d'intérêt. Moi, je m'appelle Sénégal. On me dit, on veut que vous nous aidiez et que vous acceptez parce que c'est pas, on ne te met pas le couteau sur la gorge. On te dit, tu organises l'afro-basket. Je pèse le pour et le contre. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est une possibilité. J'ai une nouvelle salle, j'ai un peuple qui attend depuis maintenant 4 ans, j'ai envie de gagner. Donc oui, je peux le faire. Mais derrière, c'est une décision. Une décision. Est-ce qu'on a pris en compte les autres aspects de cette décision? On décide qu'on arrête le championnat pour l'afro-basket. Ça, c'est une décision à assumer. Voilà, oui. Moi, j'ai une petite... Quand je vois par exemple certains clubs dire des choses, moi j'en ai quand même une analyse un peu froide. Moi, personnellement, personne ne peut me faire gober que c'est à cause de l'afro... Bon, peut-être l'organisation, mais quand même, c'est pas parce qu'il y a des joueurs qui étaient dans des équipes. Chez les garçons, c'est qu'un seul joueur et un entraîneur qui sont concernés. Bon, peut-être 2 entraîneurs, Tafa Gueye Pabi et Moustapha. Nos dames, son équipe, je pense que n'est plus en compétition. Chez les filles, peut-être il y a Ndeysen, il y a Parfait autre. Mais quand même, nous sommes là, nous sommes témoins. Moi, je suis témoin de ce basket depuis 97 ans. Tout ce qui se passe, je le sais. En 2015 ou 2016, je ne sais pas, en préparation de l'afro des dames, la ville de Dakar avait, je pense qu'il y avait 2 joueurs concernés et l'entraîneur. Tafa Gueye était parti en stage, Fatou Dien et Ndeysen. Et pourtant, on jouait. Je pense que le Duc aussi, à un moment donné, Parfait était parti. Il y avait des joueurs qui étaient concernés et pourtant on jouait. Pourquoi cette année, on décide de ne pas jouer? Parce que peut-être il y a une joueuse du côté du président, un joueur du côté du vice-président qui sont concernés et on ne joue pas. Je ne dis pas que ce qu'ils disent c'est une raison, mais peut-être c'est parce que tout le monde analyse. C'est peut-être ça qui fait dire à ces gens-là qu'il y a du favoritisme. Ça c'est de 1. De 2, pour répondre à LH par rapport à la D2. LH, en 99, j'ai joué la D2 en tant que joueur. Il y avait une D2 nationale et des divisions régionales. Peut-être lui, il n'était pas là. En 99, avec la police, je suis monté avec la police. Oui. En 99, on allait jouer à Tamba, je suis même allé jouer à Ziguinchor, je suis même allé jouer à Kaolack. On avait un tournoi. C'était organisé. Même en 2009 aussi. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences de D2 en tant que joueur. Je suis monté avec l'équipe de Mermoz. C'était le même format. On est allé jouer à Diourbel. Il y avait une division régionale, une D2 nationale et une D1. Un championnat de première division. Maintenant, même avec le CNBS, on avait décidé de ramener ces 3 étages. On a tous entendu que le président dit que c'est une promesse de campagne. Je fais jouer, je préfère jouer la compétition sous forme de division régionale. Nous dire que, voilà, on a fait... Non, nous, on est témoins, on est au basket depuis 1997. Moi, en 2008, j'étais à la Ligue de Dakar comme topé. Comme joueur, je jouais. Et après, j'allais siéger à la Ligue. Alors, donc, il faut éviter de raconter des choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord, non, c'est vos précisions. Maintenant, il faut qu'on avance dans le débat. Aujourd'hui,
on est à 2 mois d'arrêt, il faut reprendre les compétitions. Est-ce que vous vous donnez un délai? Parce que ce problème se posait aussi dans le football. On n'avait pas de calendrier à l'entame de la saison. Aujourd'hui, au moins au niveau de la Ligue Pro, elle a réussi à régler ce problème. Mais on sent que sur le basket, depuis 2 saisons, on termine difficilement les saisons de championnat. Pourquoi? Même s'il y a ces prérogatives. Je vais revenir sur ça, mais il faut que Pathé, quand même, tu puisses comprendre que ce n'est pas toi qui vas me dire de dire des choses que je ne maîtrise pas. Tu sais bien que moi, en tant que président de Ligue, j'ai eu à m'occuper de la 2e division. Donc, si je le dis, c'est parce que vous et moi, vous avez bien fait l'historique du basket, 99, 2000, 2000, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2015? Il y avait un vide, il n'y avait pas de championnat de 2e division. Nous avons porté ce combat pour que ça revienne et c'est exactement ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que dans l'histoire du basketball sénégalais, il n'y a jamais eu de 2e division. Et là, nous, depuis quand? Quand je dis... Nous, depuis quand? Depuis 2 mois ou depuis 2015? Il y a eu... Moi, je parle du vide qu'il y avait ici. Et ce vide-là, il a été comblé. Ce vide-là, des fédérations sont passées ici, ils l'ont maintenu. Actuellement, ce vide est comblé. La 2e division se joue en championnat. C'est un point positif que vous pourrez peut-être faire l'effort de souligner. Ça ne gâche rien au débat, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ce qui est de l'arrêt du championnat, que les gens disent qu'aujourd'hui c'est le président ou le vice-président, moi je ne suis pas là, encore une fois, parce que quand vous allez même dire la position du président lors de cette réunion, ils vont dire « Ah ok, tout de suite, il est en train de le défendre ». Mais aujourd'hui, je pense que des gens qui ont assisté dans cette réunion suivent cette émission. Mais ce jour-là, le président avait dit clairement que pour lui, sa position c'était que le championnat se joue. Et que mieux, il est allé jusqu'à dire s'il faut que le Dakar University Club porte forfait, parce qu'il y avait des gens qui ont rappelé exactement ce que Pathé a dit ici, que oui, par le passé, il y a eu dans d'autres clubs des joueuses qui sont absentées. Il a dit s'il faut que le Dakar University Club perde tous ses matchs, qu'il le perde, mais que le championnat continue. Le débat s'est poursuivi. Les gens sont arrivés à un autre point qui n'est pas celui du président. Il y a eu Ndeye Sène qui n'était pas là, du côté du Duc, il y avait Parfait, il y avait Ndeye Khadi. Et de l'autre côté, les gens ont rappelé que par le passé, eux aussi, ils ont eu des manquements. Il y avait aussi des Maliennes qui jouent là-bas, qui étaient déjà partis en regroupement. Ça concernait Saint-Louis Basket Club, ça concernait le Duc, ça concernait les clubs, en tout cas, de notre championnat. Tout compte fait, c'est une situation qui n'arrange pas, qui ne nous arrange pas, qui n'arrange personne. Mais face à l'évidence, on ne peut que travailler pour que ça ne se reproduise pas. Maintenant, est-ce que cela suffit à dire que notre basket est sur le point mort, qu'aujourd'hui, rien ne marche dans cette fédération? C'est cette façon malsaine de présenter les choses que moi, je ne peux pas accepter. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est ce qu'on entend ici, Bamba Kassé. Non, qui a dit que parce que vous avez fait ça, le basket est mort? Qui a dit ça? Je te dis... Non, écoutez, les gens ont le droit quand même de dire ce qu'ils pensent. Des gens ont été interviewés. Ils disent, chacun dit ce qu'il pense. Viendo, il dit ce qu'il pense. Mais Bamba, personne n'ira en prison après cette émission. Personne ne sera sanctionné parce qu'il a dit ce qu'il veut. Mais non, mais où est le problème? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ne faut pas présenter les gens comme étant des diables. Oui, mais lui ici, c'est un débat serein. Mais toi, tu n'es pas serein. Non, mais toi non plus. Les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Ah, mais arrêtons. Vous avez oublié. Il y a des problèmes dans ce basket. En tout cas, ceux-là qui suivent cette émission savent que s'il s'agit de tenue ici, vous n'avez pas été un modèle durant toute cette émission. C'est pas grave. Je l'assume, c'est pas grave. Je suis un habitué. C'est Bamba qui me dit, je suis un habitué. À chaque fois que je prends la parole, il se prend... Ça n'élève pas le niveau. Non, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se respecte. Je suis un habitué du manque de tenue, c'est pas grave. Depuis qu'on est là, c'est lui qui me rappelle qu'il faut... D'accord, ne tombez pas dans le piège alors. Ne tombez pas dans le piège. Mais quand même, il y a un débat de fond qui est intéressant. Il faut qu'on en parle. Il veut qu'on aille dans ça, on ira dans ça, il n'y a pas de problème. Débat de fond. Je pense que, moi, personnellement, tout ce que je dis, j'essaie de l'étayer par des preuves. Il ne faut pas le débat de fond ne nous intéresse pas. Vous avez posé une question. C'est un sujet. Les acteurs ont parlé. Nous aussi, moi personnellement, je suis concerné. Que là, me démentisse qu'il y a des clubs de D2 qui sont restés 3 mois sans jouer. Là, je suis d'accord qu'il puisse dire que je suis de mauvaise foi. Oui. S'il me dit que, lui-même, il a reconnu que, il y a 2 ans de cela, il y a des clubs
qui ont eu à avoir des joueurs qui sont partis en stage et on a continué, pourquoi pas cette année? D'accord, très bien. Le véritable problème, c'est qu'au niveau de la fédération, c'est un problème de division des tâches en termes de projet. Je vous donne un exemple. Le délégué fédéral, Ahmed Dien, peut-être Elhadj nous en dira quelque chose tout de suite. Le délégué fédéral, Ahmed Dien, un délégué fédéral doit être avec l'équipe du début de la préparation jusqu'à la fin des compétitions. Où était Ahmed Dien lors de l'Afro-Basket des filles? Il était où? Il était avec l'équipe ou il n'était pas avec l'équipe? C'était le président de la commission des finances du comité, parce qu'il y a de l'argent à prendre là-bas. Il va prendre l'argent après, je le dis. D'accord, ça c'est vos affirmations. On ne peut pas rentrer aussi dans ce débat-là. Alors, Elhadj, très rapidement. Ce qu'il dit, c'est un réel problème. C'est le problème. Non, mais quand on... Tout le monde veut être... Ça n'existe pas qu'au basket. Très bien, d'accord. Donc il y a eu un cumul, quoi. Non, ça n'existe pas qu'au basket. Mais c'est un réel problème dans ce sport. C'est un problème dont on... C'est un cumul. Les gens veulent être partout. Surtout s'il y a des intérêts immédiats. Les gens veulent être partout. On arrive à la fin de ce débat. Le temps qui nous est imparti est fini. J'aurais juste une dernière question qui concerne Bamba, Pathé, Elhadj, le cas du directeur technique national, parce que c'est un cas aussi qui pose débat. Je vais vous proposer d'écouter Ahmed Insi très rapidement et on revient et vous donnez votre point de vue pour qu'on conclue ce débat. C'est parti. Non, je dirais que le directeur technique Maguette Diop a échoué sur tous les plans depuis qu'il est là. Imaginez, Maguette Diop est arrivé en 2015 au niveau de cette direction technique nationale. Et si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé avec les Lions du Sénégal, du basket, l'échec qui a eu, le fiasco, moi je dis que Maguette est le principal responsable. D'abord, sur l'histoire du changement d'entraîneur à la dernière minute. C'est le directeur technique. C'est à lui qu'incombe quand même le choix de l'entraîneur. Donc, sur ce plan, Maguette est passé complètement à côté. Mais il y a autre chose. Parce que si on regarde bien ce qui se passe au niveau du banc de l'équipe nationale du Sénégal, chez les garçons, il y a une instabilité très grave. Puisque depuis Maguette est là, il est là. Depuis 2015, on est en 2019. Et il y a eu 6 entraîneurs sur le banc des Lions. Et il y a autre chose aussi. Maguette Diop est le seul directeur technique à avoir perdu 2 Afro-Basket à Dakar. On parle de l'évaluation des entraîneurs, Elhadj. Est-ce que le DTN aussi est évalué à l'issue de chaque compétition? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une cure de jouvence aussi à ce poste-là? Non pas que ce soit un débat personnel, mais la question, est-ce qu'elle se pose au niveau de la fédération, dans vos débats techniques et autres? Je pense que qui dit équipe nationale parle de direction technique, parle de staff technique. Donc je pense que c'est un tout. Et je pense que ce qu'on fera avec les coachs, on peut le faire exactement avec la direction technique. C'est-à-dire l'analyse dont vous parlez ou l'évaluation. Elle s'est faite par le passé et elle se fera. Aujourd'hui, nous sortons de 3 compétitions d'envergure. Nous sortons des U18, nous sortons d'une Afro-Basket féminine, d'une Coupe du Monde. Donc je pense que sur tous les paliers, il y aura un diagnostic profond et sans complaisance qui sera fait. Maintenant, juste un rectificatif, Pathé, à ce qui paraît, si ma mémoire est bonne, je pense qu'en 1999, il n'y avait pas déjà de D2. Mais vous retournez en arrière. Non, c'est une précision. C'est une précision. Cher aussi, on n'est pas venu dans cette émission pour être bâillonné. On peut avoir le minimum. On a des contraintes de temps, on nous demande d'arrêter l'émission. C'est important. Alors, Bamba, sur la question du DTN. Sur la question du DTN. Écoutez, moi je pense que le DTN, c'est le collaborateur technique du président de la fédération. Parce que c'est sur proposition du président de la fédération qu'il est nommé par le ministre. À moins que la fédération de basket soit une exception. Je pense que dans toutes les autres fédérations, c'est comme cela que ça se passe. Dès lors que le président de la fédération considère que son directeur technique, qui est son bras technique, qui n'est pas là que pour s'occuper de l'équipe nationale aussi, il est là pour mettre en place une politique sportive, une politique de la discipline. Il est là pour développer la discipline et entre autres, il peut s'occuper accessoirement des équipes nationales. Parce que, vous vous rappelez, ici, sur un plateau,
avec le président de la Fédération de basket. Je pense que c'était avant l'Afro-Basket 2017. Je lui disais qu'au retour, on ne va pas juger le travail que vous faites à l'aune de ce qu'on va faire à l'Afro-Basket. Ce n'est pas parce qu'on gagne que vous faites du bon boulot, ce n'est pas parce qu'on perd là-bas que vous faites du bon boulot. Il ne semble pas être d'accord, mais c'est la même attitude que je vais avoir. Pour moi, le directeur technique, il fait partie d'un attelage. Tant que ses patrons, ceux qui l'ont élu, ceux qui l'ont nommé, lui font confiance, et tant qu'il leur rend bien cette confiance-là, je ne vois pas où est le problème. Parce que pour moi, la voix en plus du directeur technique ne me semble pas être prépondérante dans le choix d'un entraîneur. Très bien. C'est un problème ça, non Pathé? Moi, personnellement, le directeur technique, il est nommé. Il a bénéficié de la confiance du président et du ministre, parce que c'est la fédération, le bureau fédéral qu'il propose, et le ministre le nomme. Il a fait plus de 4 ans. Il n'est pas encore remercié. Peut-être que ceux qui l'ont nommé sont satisfaits. Mais aussi, je dis une précision de taille. Non, oui, très rapidement. C'est une petite parenthèse. Une minute. Elhadj. Non. S'il vous plaît. Je vous dirais qu'en 99, Saint-Louis Basket Club était champion du Sénégal de D2. Vous êtes satisfait du travail du DTN, Pathé? Non, je lui dis ça. Attends, permettez-moi quand même d'atténuer un peu ce tableau sombre que Ahmedine a dressé. Parce que Maguette Diop, c'est vrai, on peut lui coller beaucoup de défauts, mais quand même, il a fait un travail excellent pour monter une très bonne équipe de U18. Parce qu'on se rappelle, c'était le néant après cette histoire de fraude sur l'âge. Quand même, la sélection qui s'était faite en amont, quand même, c'était un travail de longue haleine qui a abouti à cette belle formation, même si cette équipe a échoué en Coupe du Monde pour les raisons que l'on sait. Maintenant, il manquait peut-être l'équipe féminine, U18, U16. C'est là où les Afro-Basket aussi, c'est là où c'est le patron de tout l'attelage technique. C'est à lui que doit revenir la mise en place ou la relance du basket chez certaines catégories. C'est à lui que revient la mise en place de la politique d'écrémage qui doit permettre d'avoir des sélections U16, U18, U19. Je pense que ça, c'est le rôle qui est dévolu au directeur technique. Et juste pour terminer là-bas, juste pour terminer à ce point, je ne pense pas qu'il faille le juger que sur les équipes nationales A. Mais autant il faut saluer notre présence chez les U18 et après chez les U19 en Coupe du Monde. Il faudrait que cet effort-là se poursuive parce que dans ce qui nous entoure, eh bien, c'est devenu une banalité. Très bien. Alors oui, Elhadj, le dernier mot. Le dernier. Oui, je reviens. Oui. D'accord. En fait, moi, je lance un appel à beaucoup de sérénité et puis que les gens sachent que ce sport-là n'appartient pas à un groupuscule tel que c'est présenté. Et même si c'était le cas, les gens ne doivent pas accepter que ça continue de la sorte. Et surtout qu'à fortiori, ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits avant que cette fédération ne soit mise en place. Le vainqueur du championnat, par exemple, se retrouvait avec 1,5 million. Aujourd'hui, se retrouve avec plus de 5 millions à l'issue. Nous avons aujourd'hui, pour ceux-là qui ont parlé des primes des joueurs, lors de la dernière participation, la prime de participation était de 1 million. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve avec 5 millions en prime. Donc, je pense que des efforts sont en train d'être faits. Nous sommes en train de travailler pour que le championnat se termine rapidement et qu'aujourd'hui, tous les acteurs puissent reprendre du service. Une réunion a été d'ailleurs tenue hier avec les clubs pour... ceux qui sont loin aussi ont été informés de l'organisation de la reprise du championnat. Donc j'espère que de l'année meilleure vont continuer à augurer le basketball national. D'accord. Merci beaucoup Elhadj Sarr, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball. D'abord, merci par rapport à ce débat contradictoire que vous avez accepté. Donc merci à Bamba Kassé, journaliste confrère. Pathé Keita, merci. Mais évidemment, les débats... aussi. Oui, coach Alidas, évidemment, le débat se continue. En tant que téléspectateur, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Et un grand merci à Mamadou Ndiaye qui a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier, avec son caméraman aussi, Khadim Sissé. Merci à eux. Bon, pour les Buzz du Web, ce sera la semaine prochaine, puisque là, on a largement dépassé le temps imparti. Excellente soirée. Et j'en profite aussi pour présenter mes condoléances à notre confrère
Yoro Manga, qui a perdu son papa hier. Et donc, que la terre de Guédiawaye soit légère à votre papa Yoro. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.